J'ai ici le récit d'Andrés, un suiveur du Chili qui m'a écrit au sujet de quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'il était adolescent et qui a marqué le reste de sa vie. Si jamais tu as joué avec la Ouija ou avec tout type d'invocation en pensant que c'était juste un jeu et que les choses ont échappé à tout contrôle, j'aimerais beaucoup lire ton expérience dans les commentaires. Parfois, nous sous-estimons le pouvoir de certaines choses. Ce que Andrés et ses amis ont fait une nuit d'été a commencé comme une blague entre amis ennuyés, mais cela a fini par déclencher quelque chose que aucun d'eux n'était préparé à affronter. C'est une histoire sur la curiosité adolescente, sur un rituel qui n'aurait jamais dû être complété et sur quelque chose qui a été invoqué et qui refuse de partir. J'avais 15 ans quand cela s'est produit. C'était l'été 2009 et je restais chez mon oncle dans le sud du Chili près de Valdivia. Mes parents avaient voyagé à l'étranger pour le travail et m'avaient laissé là pendant 2 mois. Mon oncle travaillait toute la journée, donc j'avais essentiellement la maison pour moi. J'ai rapidement fait des amis dans le quartier. Il y avait Thomas, un garçon de mon âge qui vivait 3 maisons plus bas, sa cousine Sofia, qui avait 16 ans, et Javier, le grand frère de Thomas, qui avait 18 ans et se croyait le plus cool de tous. Nous passions nos journées à jouer à des jeux vidéo, à aller à la rivière, en gros à perdre du temps comme le font les adolescents dans les petites villes. Une nuit, à la mi-janvier, nous étions dans le jardin arrière de la maison de mon oncle. C'était une journée chaude et la nuit était collante, avec cette chaleur humide qui vous fait transpirer juste en étant assis. Thomas avait apporté des bières qu'il avait volées chez son père, et nous nous sentions très rebelles en les buvant pendant que ses parents pensaient que nous regardions des films. « Je m'ennuie », dit Javier après un moment. « Faisons quelque chose d'intéressant. »« Comme quoi ?» demanda Sofia. « Je ne sais pas. Quelque chose qui fait peur, une histoire d'horreur ou quelque chose comme ça. » Thomas ria. « Que sommes-nous? Des enfants de 10 ans. »« J'ai une meilleure idée, » dit Sofia, avec un sourire qui ne me plaisait pas. « Avez-vous déjà fait une séance de spiritisme ?» Nous nous sommes tous regardés. J'avais entendu parler de ces choses, bien sûr. La Ouija, les rituels pour invoquer des esprits. Mais j'ai toujours pensé que c'était des bêtises, des choses de film. « C'est stupide, » dis-je. « As-tu peur ?» me défia Sofia. Et c'est là que j'ai commis ma première erreur. Parce qu'à 15 ans, l'orgueil est plus fort que le bon sens. « Je n'ai peur de rien, » répondis-je. « Cela me semble juste une perte de temps. » « Alors ça ne te dérangera pas de participer. » Sofia sortit son téléphone et commença à chercher quelque chose. Après quelques minutes, elle trouva ce qu'elle cherchait. Voici. C'est un ancien rituel chilien. Ça s'appelle l'invocation du miroir. Il dit que tu peux contacter des esprits en utilisant seulement des bougies, un miroir et cette prière spécifique. Elle lut les détails à voix haute. Le rituel nécessitait que nous nous asseyions en cercle autour d'un grand miroir avec des bougies à chaque coin. Nous devions éteindre toutes les lumières et réciter une prière 3 fois en regardant nos reflets. Supposément, s'il y avait un esprit à proximité, il apparaîtrait dans le miroir derrière l'un de nous. Ça sonne inventé, dit Thomas, mais je pouvais voir qu'il était intrigué. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit Javier en se levant. Allons-y. Nous sommes entrés dans la maison. Mon oncle avait un grand miroir dans le salon, de ceux anciens avec un cadre en bois sculpté. Nous l'avons descendu avec précaution et l'avons posé sur le sol de la salle. Nous avons trouvé des bougies dans un placard, vestige d'une coupure de courant qui avait eu lieu des mois auparavant. Nous avons éteint toutes les lumières de la maison. La seule illumination venait des bougies que nous avons placées aux 4 coins du miroir. Nous nous sommes assis en cercle regardant nos reflets dans le verre. La lumière des bougies faisait que nos visages semblaient fantomatiques, avec de profondes ombres sous les yeux et les joues. « D'accord, » dit Sofia, lisant sur son téléphone. « Nous devons nous tenir par la main et réciter ceci 3 fois. Esprits errants dans l'obscurité, je vous invite à vous montrer. Traversez le voile entre votre monde et le nôtre. Apparaissez devant nous maintenant. »« C'est tout ?» demanda Javier. « Ça semble trop simple. » « Eh bien, il dit aussi que nous ne devons pas rompre le cercle sous aucun prétexte jusqu'à ce que nous éteignions les bougies et que nous ne devons pas cesser de regarder le miroir. Nous nous sommes pris par la main. Celle de Sofia était froide malgré la chaleur. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, même si je me disais que c'était ridicule d'être nerveux pour quelque chose qui, de toute évidence, ne fonctionnerait pas. Nous avons commencé à réciter « Esprit errant dans l'obscurité, je vous invite à vous montrer ». La première fois, nous avons tous ri nerveusement à mi-chemin. Mais Sofia nous a fait continuer. La deuxième fois, nous l'avons fait plus sérieusement.
Nos voix sonnaient étranges dans l'obscurité, résonnant légèrement contre les murs de la salle. Et à la troisième fois, quelque chose a changé. L'air est devenu plus froid, pas progressivement, mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert un congélateur. Je pouvais voir ma respiration se condenser devant mon visage. Les flammes des bougies ont commencé à vaciller violemment, bien qu'il n'y ait pas de courant d'air. « Vous sentez ça ?» murmura Thomas. « Ferme-la et continue à regarder le miroir » ordonna Sophia, bien que sa voix tremblait. J'ai continué à regarder mon reflet, et alors je l'ai vu. Au début, je pensais que c'était une illusion d'optique, un tour des ombres dansantes des bougies. Mais non, il y avait quelque chose derrière mon reflet dans le miroir. Une silhouette sombre, à peine visible, comme une ombre plus dense que les autres. « Merde !» dit Javier, « il y a quelque chose là-bas. » Nous l'avons tous vu maintenant. La silhouette devenait de plus en plus définie. Nous pouvions distinguer une forme vaguement humaine, mais déformée. Trop grande, trop mince, avec des membres qui semblaient trop longs. Et puis elle ouvrit les yeux. Ils étaient complètement blancs, sans pupilles, et brillaient d'une lumière propre. Ils nous regardaient directement depuis le miroir. Sophia cria et lâcha nos mains, rompant le cercle. Au moment où elle le fit, toutes les bougies s'éteignirent en même temps. La pièce fut plongée dans une obscurité totale. Nous entendîmes quelque chose bouger. Pas dans la pièce avec nous, mais depuis l'intérieur du miroir. Le bruit de quelque chose qui se traînait, grattant contre le verre. « Lumière! Que quelqu'un allume la lumière !» criai-je. Nous avons trébuché dans l'obscurité, nous heurtant les uns aux autres, cherchant désespérément l'interrupteur. Javier l'a trouvé le premier et les lumières de la pièce se sont allumées. La figure avait disparu. Le miroir ne montrait que nos réflexions normales. 4 adolescents effrayés fixant le verre. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» haleta Thomas. « Ça devait être notre imagination, » dis-je, bien que je ne me croyais même pas. Le pouvoir de la suggestion. Nous nous attendions à voir quelque chose, alors nous l'avons vu. Mais Sophia secouait la tête. Non, je l'ai ressenti. Quand j'ai lâché ses mains, j'ai senti quelque chose me toucher, sur l'épaule, par derrière. Nous sommes restés là, sans savoir quoi faire. Finalement, Javier a dit que nous devrions partir, qu'il était tard. Nous avons tous rapidement acquiescé. Personne ne voulait rester dans cette maison. Nous avons remis le miroir à sa place et nettoyé les bougies fondues. Mes amis sont partis et je suis resté seul. Je devrais avoir eu peur, mais j'étais tellement fatigué de la peur que je voulais juste dormir. Je suis monté dans ma chambre, je me suis mis au lit et j'ai éteint la lumière. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant que quelque chose ne me réveille. C'était un bruit. Des coups doux, rythmés, tap, 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 ils venaient de la fenêtre. Ma chambre était au 2e étage. Il n'y avait rien dehors de la fenêtre sauf un arbre à plusieurs mètres de distance. Rien ne pouvait frapper le verre. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant. Les coups ont continué. Tap, tap, tap. Lentement, avec chaque muscle de mon corps me criant de ne pas le faire, je me suis approché de la fenêtre. Il n'y avait rien dehors. Juste l'obscurité et le vague contour de l'arbre sous la lumière de la lune. Mais alors, en regardant, j'ai vu un reflet dans le verre de la fenêtre. Pas mon reflet. C'était la silhouette du miroir. La même forme haute et déformée, avec ses yeux blancs brillants. Elle était debout derrière moi. Je me suis retourné en criant, trébuchant en arrière. Ma chambre était vide. Il n'y avait personne là. Mais quand j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, le reflet était toujours là. La silhouette dans le verre me regardait, bien qu'il n'y ait personne physiquement dans la chambre avec moi. J'ai couru hors de la chambre et suis descendu les escaliers. Je me suis enfermé dans la salle de bain du 1er étage, la seule pièce de la maison sans miroir. J'ai passé le reste de la nuit là, assis par terre, le dos contre la porte, sursautant à chaque bruit. Quand le jour s'est levé, je suis sorti de la salle de bain. La maison semblait normale à la lumière du jour. Je me suis rapidement douché, évitant de regarder le miroir de la salle de bain, et je suis allé chercher mes amis. Je les ai trouvés dans le parc du village. Ils avaient tous l'air aussi mal que je me sentais. Hier soir, a commencé Thomas, mais il n'a pas terminé sa phrase. « Vous l'avez aussi vu ?» a demandé Sophia. Nous avons tous acquiescé. Chacun d'entre nous avait vu la silhouette dans un reflet pendant la nuit, dans des miroirs, sur des fenêtres, sur l'écran éteint de la télévision. Toujours derrière nous, toujours avec ses yeux blancs brillants, mais jamais physiquement présents quand nous nous retournions. « Nous devons le défaire », dit Javier.
Le rituel, il doit y avoir un moyen de le renverser. Sophia chercha frénétiquement sur son téléphone, essayant de retrouver la page où elle avait vu le rituel à l'origine. Mais elle ne pouvait pas la trouver. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Nous avons cherché sur d'autres sites, dans des forums d'occultisme, sur des pages de légendes urbaines. Nous avons trouvé des références à des rituels similaires, mais rien de spécifique sur l'invocation du miroir. Ce que nous avons trouvé, ce sont des avertissements, des histoires de personnes qui avaient effectué des rituels d'invocation et qui ne pouvaient ensuite pas se débarrasser de ce qu'elles avaient appelé. Des entités qui s'accrochaient à elles, les suivant dans chaque reflet, se rapprochant de plus en plus. Dit ici, lut Thomas d'un forum, que lorsqu'une entité est invoquée mais que le rituel n'est pas complété correctement, elle reste piégée à mi-chemin entre les mondes. Elle ne peut pas revenir, mais elle ne peut pas non plus se manifester complètement. Ainsi, elle existe dans des reflets, essayant constamment de traverser. Et que se passe-t-il s'il parvient à traverser ? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Je pense que nous avions tous peur de le savoir. Les jours suivants ont été un cauchemar. La chose dans les reflets apparaissait de plus en plus fréquemment. Au début, seulement la nuit, mais bientôt elle a commencé à apparaître pendant la journée aussi. Nous la voyions dans les vitrines des magasins lorsque nous passions, dans les rétroviseurs des voitures, sur n'importe quelle surface réfléchissante, et à chaque fois, elle était un peu plus proche. La première nuit, elle était floue, à peine visible au fond du reflet. Maintenant, nous pouvions voir des détails. Sa peau était grise et semblait être couverte de fissures, comme de la porcelaine brisée. Ses doigts étaient anormalement longs, se terminant par quelque chose qui ressemblait à des griffes. Et sa bouche, quand elle l'ouvrait, nous pouvions voir des rangées de dents acérées. Mais le pire, c'était qu'elle avait commencé à émettre des sons. D'abord, ce n'étaient que des coups, comme ceux que j'avais entendus à ma fenêtre. Puis ils se sont transformés en griffures. Et finalement, nous avons commencé à entendre sa voix. C'était une voix qui ne sonnait pas humaine, multiple, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Mais aucune des voix n'appartenait à quelqu'un de vivant. Elle murmurait nos noms. Elle nous promettait des choses. Elle nous disait que nous devions juste le laisser entrer, que nous devions juste le regarder suffisamment, lui accorder suffisamment d'attention, et il pourrait traverser complètement. Ne l'écoutez pas, nous avertissait constamment Sophia. Ne lui répondez pas, ne lui donnez rien. Mais c'était difficile, parce que la chose savait des choses sur nous, des choses que personne d'autre ne savait, des secrets que nous avions gardés, des peurs que nous n'avions jamais partagées. Elle les utilisait contre nous, les murmurant depuis les reflets, essayant de nous faire réagir. Une nuit, 2 semaines après le rituel, les choses ont empiré. Nous étions tous les 4 chez Thomas. Ses parents étaient sortis dîner, donc nous avions la maison pour nous. Nous avions couvert tous les miroirs de la maison avec des draps, mais nous restions paranoïaques. Javier buvait, essayant de calmer ses nerfs. Il avait été pire que nous tous, il dormait à peine, et quand il le faisait, il avait des cauchemars. « Je n'en peux plus », dit-il soudainement. « Cela doit s'arrêter. » « Nous travaillons là-dessus, dit Sophia. « J'ai contacté des gens qui savent sur ces choses. Ce n'est pas suffisant. Cette chose est de plus en plus proche. Hier soir, j'ai presque pu la sentir. À travers le miroir, j'ai senti son souffle. Javier, tu dois te calmer. » Mais il n'écoutait pas. Il se leva et marcha vers la salle de bain où il y avait un miroir que nous n'avions pas couvert parce qu'il était dans un angle où nous ne pouvions normalement pas le voir depuis le salon. « Javier, non !» cria Thomas. Mais il était trop tard. Javier se tenait devant le miroir de la salle de bain et cria « Si tu veux quelque chose, viens le chercher. Arrête de te cacher dans les reflets et montre-toi vraiment. Lâche !» Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, la température baissa drastiquement. Nous pouvions voir notre souffle dans l'air. Les lumières de la maison commencèrent à clignoter. Et dans le miroir de la salle de bain, la silhouette apparut. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas floue ou lointaine. Elle était juste derrière Javier, aussi claire que si elle était vraiment là. Et elle souriait. Javier resta figé, regardant son reflet dans le miroir. La chose leva ses mains aux longs doigts et les plaça sur les épaules du reflet de Javier. « Enfin !» dit la chose avec cette voix multiple et horrible. « Enfin, je peux toucher. » Et alors, quelque chose d'impossible se produisit. Dans le miroir,
Nous vîmes comment les mains de la chose traversaient les épaules du reflet de Javier. Et dans le monde réel, Javier cria de douleur. Il avait des marques sur ses épaules, des marques rouges qui semblaient des brûlures, au même endroit où les mains de la chose avaient touché son reflet. Nous avons couru vers lui, le tirant du miroir. Les lumières ont cessé de clignoter. La température est revenue à la normale, mais les dégâts étaient faits. « Il peut nous toucher maintenant », murmura Sofia, horrifiée. « Il a brisé la barrière. Il peut nous faire du mal à travers les reflets. » Javier était sous le choc, regardant les marques sur ses épaules. « Ça a fait mal », dit-il d'une voix creuse. « Ça a fait très mal, comme si je me gelais et me brûlais en même temps. » Cette nuit-là, nous avons enfin trouvé de l'aide. Sofia avait été en contact avec une femme âgée du village, Doña Marta, qui était connue pour travailler avec des problèmes spirituels. Quand nous lui avons raconté ce qui était arrivé à Javier, elle a accepté de nous voir immédiatement. Sa maison était remplie de bougies, d'herbes sèches et de symboles religieux. Elle nous a fait asseoir et a écouté toute l'histoire sans interrompre. Quand nous avons fini, elle a secoué la tête tristement. « Enfant stupide », dit-elle, mais pas avec colère, plutôt avec tristesse, jouant avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Le rituel qu'ils ont fait, ils n'ont pas invoqué un esprit, ils ont invoqué quelque chose de bien pire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thomas. « Il est difficile à expliquer. Dans le folklore ancien, on l'appelle le reflet. C'est une entité qui existe entre les dimensions, se nourrissant de l'énergie de ceux qui l'aperçoivent. Normalement, elle ne peut pas interagir avec notre monde. Mais lorsqu'elle est invoquée par des rituels comme celui qu'ils ont fait, une porte lui est ouverte. Comment l'arrêtons-nous ? Ils doivent compléter le rituel correctement, mais cette fois avec une protection adéquate. Ils doivent lui ouvrir complètement la porte, puis la fermer et la sceller de manière à ce qu'elle ne puisse jamais être rouverte. Il nous a expliqué ce que nous devions faire. C'était compliqué et dangereux. Cela nécessitait que nous retournions à l'endroit où nous avions effectué le rituel original, que nous recréions la configuration exacte, mais cette fois avec des cercles de protection, des herbes spécifiques et des prières de fermeture. « Un de vous devra être l'encre », expliqua-t-il. « Cette personne devra maintenir la porte ouverte pendant que les autres effectuent la fermeture. Le reflejado essaiera de passer à travers cette personne. Ils devront être forts. S'ils cèdent, s'ils permettent qu'ils traversent ne serait-ce qu'une seconde, tout le monde mourra. » Nous nous sommes regardés les uns les autres. Personne ne voulait être l'encre. Finalement, Javier parla. « Je le ferai. Cela a commencé à cause de moi. Je l'ai défié. Je lui ai donné plus de pouvoir. »« Javier, tu n'as pas à... » commença Sofia. « Si, je dois le faire. Et je vais le faire. » Doña Marta nous a donné tout ce dont nous avions besoin et nous a instruits méticuleusement sur chaque étape. Nous devions le faire cette même nuit, pendant l'heure du démon, entre 3 et 4 heures du matin, lorsque le voile entre les mondes est le plus mince. Nous sommes retournés chez mon oncle. Nous avons recréé la configuration exacte du rituel original, le miroir sur le sol, les 4 bougies au coin. Mais cette fois, nous avons également dessiné des cercles de protection avec du sel autour, placé des herbes spécifiques que Doña Marta nous avait données, et chacun de nous portait un amulette de protection. À 3h15 du matin, nous avons commencé. Javier s'est assis seul devant le miroir, à l'intérieur du cercle de protection le plus interne. Le reste d'entre nous formait un cercle extérieur, se tenant par la main, récitant les prières que Doña Marta nous avait enseignées. Le reflet est apparu presque immédiatement. Cette fois, ce n'était pas une ombre floue. Il était complètement solide dans le miroir, plus réel que nos propres reflets. Il se déplaçait derrière Javier, l'entourant, cherchant un point faible. « Permets-moi d'entrer », murmurait-il avec cette horrible voix multiple. « Tant de temps à attendre, tant de temps à observer. Laisse-moi juste entrer et tout sera fini. » Javier tremblait, mais maintenait sa position, fixant son reflet, tandis que la chose l'harcelait de l'autre côté du verre. Nous continuions à réciter les prières. Les mots étaient dans une langue que je ne reconnaissais pas, quelque chose d'ancien que Doña Marta nous avait enseigné phonétiquement. Je pouvais sentir le pouvoir en elle, chaque syllabe faisant vibrer l'air. Le reflet commença à s'emporter. Le miroir commença à se fissurer. Les bougies clignotaient violemment. La température fluctuait entre glaciale et étouffante. « Ne cessez pas de réciter !» cria Sofia, en serrant nos mains plus fort. La chose dans le miroir s'est jetée sur Javier. Nous avons vu comment son reflet était attaqué, comment ses mains aux longs doigts l'attrapaient, le griffaient.
essayait de l'entraîner vers le verre. Dans le monde réel, Javier a crié. Des marques sont apparues sur sa peau, des éraflures et des brûlures, mais il est resté ferme, sans rompre le cercle de protection. Nous y sommes presque, a crié Thomas. Nous sommes arrivés à la partie finale du rituel. Nous devions réciter la phrase de clôture 3 fois, chaque fois plus fort. C'était un ordre direct pour que l'entité retourne dans sa dimension et ne revienne jamais. Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir. Le reflet a hurlé. Le son était assourdissant comme 1000 voix criant dans l'agonie. Le miroir s'est fissuré davantage, des lignes de fracture s'étendant depuis le centre. Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir. La chose a commencé à se dissoudre, mais elle luttait contre cela. Elle s'accrochait au reflet de Javier, essayant de l'utiliser comme encre pour rester. « Javier, tu dois le laisser partir !» cria Sofia. « Tu dois le rejeter complètement !» Javier ferma les yeux et cria de toutes ses forces. « Je ne te veux pas, tu n'es pas le bienvenu, va-t'en !» Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir et de rester, c'est aller pour toujours. Le miroir explosa. Des fragments de verre volèrent dans tous les sens, mais le cercle de protection les arrêta, les faisant rebondir sans danger. La pièce resta dans un silence total. Quand j'ouvris les yeux, le miroir était en 1000 morceaux sur le sol. Les bougies s'étaient éteintes, et surtout, il n'y avait aucune présence. L'air semblait normal, pur. Javier était allongé sur le sol dans son cercle, épuisé mais vivant. Nous avons couru vers lui. « Ça a marché ?» demanda-t-il d'une voix faible. Nous avons regardé autour de nous. Sofia s'est approchée prudemment d'une fenêtre et a regardé son reflet. Juste elle, rien d'autre. « Je crois que oui, » dit-elle, souriant avec des larmes aux yeux. « Je crois que ça a vraiment marché. Nous avons tout nettoyé cette nuit-là. Nous avons rassemblé chaque fragment du miroir et les avons apportés à Doña Marta, qui les a bénis et les a enterrés dans une terre consacrée. Nous avons fait des nettoyages spirituels et avons porté des amulettes de protection pendant des mois après. C'était il y a 15 ans. Nous n'avons jamais revu le Reflejado. Mais il y a des conséquences à ce que nous avons fait. Javier n'a jamais été le même après cette nuit-là. Les marques sur sa peau ont finalement guéri, mais quelque chose en lui est resté endommagé. Il a développé une phobie sévère des miroirs. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas être dans une pièce avec un. Il a dû déménager dans un appartement sans salle de bain avec des miroirs. Il se rase sans se regarder, évite toute surface réfléchissante. Le reste d'entre nous a aussi changé. Sofia est devenue extrêmement prudente avec tout ce qui concerne l'occultisme. Elle a étudié pour devenir quelque chose de similaire à ce que c'était Doña Marta, aidant d'autres personnes qui commettent les mêmes erreurs que nous. Thomas a développé un insomnie chronique. Il dit qu'il a encore des cauchemars à propos de cette nuit-là, de voir son frère se faire attaquer et de ne rien pouvoir faire. Et moi, j'ai appris qu'il y a des choses dans ce monde qui sont mieux laissées en paix, que la curiosité peut vraiment tuer, et que certains jeux ne sont jamais vraiment des jeux. Parfois, très rarement, lorsque je passe devant un miroir, pendant une fraction de seconde, je crois voir quelque chose. Une ombre qui ne correspond pas à la mienne. Un mouvement que je n'ai pas fait, mais quand je regarde directement, il n'y a rien. J'espère que ce ne sont que des souvenirs, mon esprit me jouant des tours. J'espère que nous avons vraiment scellé le reflet cette nuit-là. Mais dans mes moments les plus sombres, je me demande si nous l'avons vraiment fait, ou si nous l'avons simplement affaibli suffisamment pour qu'il doive être plus subtil, plus patient, en attendant dans les reflets, observant, attendant une autre chance. Et ainsi se termine l'histoire d'Andrés. Il vit maintenant à Santiago, travaille comme ingénieur, et selon ses dires, il mène une vie normale. Mais il a avoué qu'il ne se sent jamais complètement à l'aise près des miroirs. Si tu as vécu quelque chose après avoir joué avec des rituels ou des invocations que tu pensais inoffensifs, s'il te plaît, partage-le dans les commentaires. Ces leçons doivent parfois être entendues. Et si cette histoire t'a tenu en haleine, abonne-toi pour plus de témoignages chaque semaine. Il y a beaucoup d'expériences qui attendent d'être racontées. Passe une bonne nuit et réfléchis à 2 fois avant de faire des rituels que tu trouves sur Internet. À bientôt. Cette histoire m'a été racontée par une abonnée nommée Patricia qui vit à Bogota, en Colombie.
Ce qu'elle m'a confié sur la nounou qu'elle a engagée pour s'occuper de ses enfants est quelque chose que toute mère travailleuse pourrait vivre, et c'est précisément ce qui la rend si effrayante. Si vous avez déjà laissé vos enfants sous la garde de quelqu'un et que vous avez remarqué des changements étranges dans leur comportement, des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, laissez un commentaire. Parfois, nous faisons confiance à des étrangers pour prendre soin de ce que nous aimons le plus, et nous ne savons pas toujours vraiment qui ils sont. Voici l'histoire de Patricia et des 3 mois où une inconnue est restée chez elle chaque nuit, faisant des choses que aucune mère ne devrait découvrir. Je m'appelle Patricia, j'ai 35 ans, et je suis mère célibataire de 2 enfants, Matteo, 7 ans, et Camila, 5 ans. Leur père nous a quittés lorsque Camila avait à peine 1 an, et depuis, je les élève seul. Je travaille comme infirmière à l'hôpital San Ignacio à Bogota. C'est un bon travail, mais les horaires sont brutaux. L'année dernière, on m'a assigné en permanence au poste de nuit, de 10h du soir à 6h du matin, 4 nuits par semaine. Le problème était évident. Qui s'occuperait de mes enfants pendant ces nuits? Mes parents vivent à Cali, trop loin pour aider régulièrement. Je n'avais pas de famille proche à Bogota. Les crèches de nuit sont très chères et la plupart n'acceptent pas les enfants pour rester toute la nuit. J'avais désespérément besoin d'une babysitter de nuit, quelqu'un de fiable qui viendrait à mon appartement à 9h30 du soir, resterait avec les enfants pendant qu'ils dormaient et partirait quand je reviendrais à 6h30 du matin. J'ai publié des annonces dans des groupes Facebook, sur des pages d'emploi, j'ai demandé des références. J'ai interviewé 7 personnes pendant 2 semaines. Aucune ne m'a convaincu. Certaines demandaient trop d'argent, d'autres n'avaient pas d'expérience. Une m'a donné une très mauvaise impression pendant l'entretien. J'étais sur le point de quitter mon travail quand j'ai reçu un message d'une femme appelée Elena Ruiz. Elle disait qu'elle avait 15 ans d'expérience en tant que nounou, des références vérifiables, et qu'elle était disponible exactement aux horaires dont j'avais besoin. Je l'ai interviewée un samedi après-midi dans mon appartement. Elena avait environ 55 ans, des cheveux courts et gris, une silhouette mince, une voix douce. Elle s'habillait de manière conservatrice et portait un chapelet au cou. Elle parlait calmement et me regardait directement dans les yeux en répondant à mes questions. Il m'a dit qu'il avait élevé 3 enfants, tous adultes maintenant, et qu'il travaillait comme nounou depuis des années parce qu'il adorait les enfants et que la maison vide le faisait se sentir seul. Les enfants me donnent un but, dit-elle avec un sourire chaleureux, surtout les petits. Il y a quelque chose de si pur en eux, n'est-ce pas? J'ai vérifié ses références. 3 familles précédentes, toutes avec des commentaires positifs. Je l'ai appelée pour chacune d'elles. Toutes ont dit qu'Elena était fiable, affectueuse, excellente avec les enfants. Pourquoi ne travaille-t-elle plus avec vous? Ai-je demandé à l'une des références. Nos enfants ont grandi et n'avaient mal à plus besoin de nounou. Mais si nous avions un autre bébé, je l'embaucherais immédiatement. Cela m'a convaincu. J'ai offert le poste à Elena. Elle a accepté. Elle a commencé la semaine suivante. Les premiers jours ont été parfaits. J'arrivais à la maison à 6h30 du matin et tout était en ordre. Les enfants dormaient dans leur lit. La maison était propre. Elena partait avec un sourire, me disant que tout avait été calme. Matteo et Camila ne se plaignaient pas. En fait, ils semblaient contents. Madame Elena est sympathique, disait Matteo. Elle nous lit des histoires avant de dormir. Après 2 semaines, j'ai commencé à me détendre. J'avais enfin trouvé quelqu'un de fiable. Je pouvais me concentrer sur mon travail sans me soucier constamment de mes enfants. Mais alors j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des détails que j'avais d'abord ignorés. Les jouets des enfants apparaissaient à des endroits où ils ne devraient pas être. Des jouets qui étaient rangés dans leurs chambres apparaissaient dans le salon, ou dans la cuisine, ou dans la salle de bain. Pourquoi ces jouets sont-ils partout dans la maison? Ai-je demandé à Matteo un matin. Il haussa les épaules. Madame Elena dit que c'est bien que les jouets explorent la maison la nuit. Explorent? Oui. Elle dit que les jouets sont vivants la nuit quand nous dormons, et elle les aide à explorer. C'était étrange, mais je pensais que c'était juste une façon créative de divertir les enfants avant de dormir. Rien d'alarmant. Puis j'ai commencé à remarquer que mes affaires bougeaient aussi. De petites choses. Un livre que je laissais sur la table de nuit apparaissait dans le salon. Mes clés de voiture, que je laissais toujours sur le crochet près de la porte, apparaissaient dans la cuisine. Au début, je pensais que c'était moi, que je les déplaçais sans m'en rendre compte à cause de la fatigue. Travailler de nuit dérange ton sens du temps et ta mémoire. Mais alors j'ai trouvé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était un mercredi matin.
Je suis rentré à la maison après un service particulièrement épuisant. Elena était déjà partie. Les enfants dormaient. Je suis allé dans ma chambre pour changer de vêtements. Dans mon tiroir de chevet, à côté du lit, il y avait une photo de moi quand j'étais enfant. Une photo que je gardais depuis des années dans une boîte au fond de mon placard. C'était de quand j'avais environ 8 ans, dans le jardin de la maison de mes parents. Pourquoi étais-tu là? Je ne l'avais pas sorti. Et il n'y avait aucune raison pour qu'Elena entre dans ma chambre. Les enfants dormaient dans leur propre chambre. J'ai envoyé un message à Elena. J'ai trouvé une photo de moi enfant dans mon tiroir. Es-tu entré dans ma chambre hier soir? Sa réponse est arrivée une demi-heure plus tard. Oui, désolé. Camilla s'est réveillée en demandant de l'eau et j'ai entendu un bruit dans ta chambre. Je suis entré vérifier que tout allait bien. J'ai vu la photo par terre. Peut-être qu'elle est tombée de quelque part et je l'ai mise dans le tiroir pour ne pas l'abîmer. J'espère ne pas avoir été invasive. L'explication avait du sens, mais quelque chose me dérangeait. Cette photo avait été dans une boîte fermée. Elle ne pouvait pas simplement tomber. Cette nuit-là, avant de partir au travail, j'ai vérifié ma chambre. J'ai remis la photo dans la boîte, fermé la boîte et l'ai mise sur l'étagère supérieure du placard. J'ai aussi fermé la porte du placard. Le lendemain matin, lorsque je suis revenu, la photo était à nouveau sur mon bureau. La boîte était toujours sur l'étagère, fermée. Mais la photo avait été enlevée et remise au même endroit que la veille. Cette fois, je n'ai pas écrit à Elena. J'ai décidé d'installer une caméra. J'ai acheté une petite caméra de sécurité, de celles qui se connectent via Wi-Fi et que l'on peut voir depuis son téléphone. Je l'ai installée dans ma chambre, cachée sur l'étagère, pointant vers mon lit et mon bureau. Cette nuit, depuis l'hôpital, j'ai regardé la transmission en direct pendant mes pauses. À 23h30, Elena est entrée dans ma chambre. Elle a ouvert mon placard. Elle a sorti la boîte. Elle a sorti la photo. Elle l'a regardée pendant presque 5 minutes, la fixant intensément. Puis elle l'a soigneusement posée sur la table de nuit, a rangé la boîte et est sortie de la chambre. Mon cœur battait vite. Pourquoi ferait-elle cela? Pourquoi était-elle obsédée par cette photo de moi enfant? J'ai décidé de l'affronter. Le lendemain matin, quand je suis arrivé à la maison, Elena se préparait à partir. Elena, il faut qu'on parle. Bien sûr, il se passe quelque chose. Pourquoi continues-tu à sortir ma photo d'enfant? Je t'ai vu sur la caméra hier soir. Son expression n'a pas changé. Elle n'a pas semblé surprise ni gênée. Elle a simplement souri doucement. C'est une belle photo. Tu étais une enfant très spéciale. Comment sais-tu que j'étais spéciale? Tu ne me connaissais pas quand j'étais enfant. Je peux le voir sur la photo. Les enfants spéciaux ont une lumière. Tu l'avais. Tes enfants l'ont aussi. Elena, avec tout le respect, il est très inapproprié que tu entres dans ma chambre et que tu prennes mes affaires. S'il te plaît, ne recommence pas. Bien sûr, je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, mais cela s'est reproduit. J'ai installé des caméras dans toute la maison, dans le salon, dans la cuisine, dans les couloirs. Et ce que j'ai vu pendant les nuits suivantes m'a glacé le sang. Elena n'entrait pas seulement dans ma chambre. Elle entrait dans les chambres des enfants pendant qu'ils dormaient. Et elle restait là, debout à côté de leur lit, à les regarder pendant des heures. Elle ne les touchait pas. Elle ne faisait rien de menaçant. Elle restait simplement là, complètement immobile, en train de les observer dormir. Parfois, elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas entendre clairement dans les enregistrements. Une nuit, je l'ai vue faire quelque chose qui m'a donné envie de vomir. Elle est entrée dans la chambre de Camilla. Elle s'est penchée sur le lit, très près du visage de ma fille endormie, et elle est restée là, respirant, son visage à quelques centimètres de celui de Camilla, pendant presque 30 minutes. J'allais la renvoyer immédiatement. Mais alors je me suis rappelé quelque chose que Matteo avait mentionné casualement quelques jours auparavant. Madame Elena dit qu'elle veille sur nous-mêmes quand nous dormons, qu'elle nous protège des choses mauvaises. Quelles choses mauvaises? J'ai décidé de parler à mes enfants avant d'agir. Matteo, mon chéri, est-ce que Madame Elena fait quelque chose de bizarre quand vous dormez? Je ne sais pas. Je suis endormi. Mais quand tu te réveilles, tu remarques quelque chose de différent? Il a réfléchi un instant. Parfois, je me réveille et je sens que quelqu'un me regarde. Mais quand j'ouvre les yeux, il n'y a personne. Est-ce que ça te fait peur? Non. Madame Elena dit qu'elle veille toujours sur nous, que même si on ne la voit pas, elle est là. Je lui ai posé la même question à Camilla.
Tu aimes Madame Elena, mon amour? Oui, elle est sympathique. Mais parfois ça me fait un peu peur. Pourquoi as-tu peur? Parce que parfois, quand je me réveille dans la nuit, elle est debout à la porte de ma chambre, juste à regarder, et quand elle me voit réveillée, elle sourit et dit « Retourne dormir, ma fille ». Et je retourne dormir. Mon estomac se tordit. C'était plus que bizarre. C'était profondément perturbant. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas aller au travail. J'ai appelé en disant que j'étais malade. Je n'ai pas prévenu Elena. Je voulais voir ce qu'elle faisait quand elle pensait que je n'étais pas là. Elena est arrivée à 9h30 comme toujours. Je me cachais dans ma chambre, la porte à peine entr'ouverte, d'où je pouvais voir une partie du couloir. J'ai entendu Elena mettre les enfants au lit vers 10h. Elle leur a lu une histoire. Tout était normal. Ensuite, j'ai entendu ses pas dans le couloir. Il s'est arrêté devant la chambre de Matteo. Il est entré. La porte s'est fermée. J'ai attendu 10 minutes. Puis je me suis approché silencieusement et j'ai regardé par la fente de la porte. Elena était debout à côté du lit de Matteo, mais pas seulement en train de le regarder. Elle tenait son téléphone dans la main, en train de prendre des photos. Photo après photo de mon fils endormi, sous différents angles. J'ai ouvert la porte brusquement. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Elena s'est retournée, toujours avec le téléphone en main. Elle n'a pas semblé effrayée, juste agacée d'avoir été interrompue. « Patricia, je pensais que tu travaillais. Pourquoi prends-tu des photos de mon fils? Ce ne sont que des souvenirs. Les enfants grandissent si vite. Je voulais avoir des souvenirs. Ce sont mes enfants. Tu ne peux pas prendre de photos d'eux sans ma permission. Donne-moi ce téléphone. » Non. La façon dont elle a dit non était glaçante, ferme, définitive. Comme si elle avait un quelconque droit sur mes enfants. Donne-moi le téléphone maintenant ou j'appelle la police. Tu ne vas pas faire ça. Quoi? Tu n'appelleras pas la police parce que tu sais que je suis la seule nounou que tes enfants tolèrent. Parce que tu sais que tu as besoin de ce travail. Parce que tu sais que tu n'as pas d'autres options. Sa voix était encore douce, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose de froid. Quelque chose de menaçant. Matteo se réveilla avec nos voix. « Maman, que se passe-t-il? Tout va bien, mon amour. Rêve encore. » Elena sourit. « Oui, Matteo. Tout va bien. Ta maman est juste un peu confuse. Sors de ma maison, maintenant, comme tu veux. » Elena marcha lentement vers la sortie, toujours en tenant son téléphone. Avant de franchir la porte, elle se retourna. « Tu es une mauvaise mère, tu le savais? Les laisser seuls tant de nuits. Ils ont besoin de quelqu'un qui prenne vraiment soin d'eux. Quelqu'un qui les aime vraiment. Quelqu'un comme moi. » Et elle partit. Je fermai immédiatement toutes les portes et fenêtres à clé. Je vérifiai les deux enfants. Ils allaient bien physiquement. Effrayés par la confrontation, mais en bonne santé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, veillant, attendant. Quoi? Qu'elle revienne? Le lendemain matin, je suis allé à la police. Je leur ai montré les vidéos des caméras. Je leur ai parlé des photos. « Lui avez-vous donné la permission de s'occuper de vos enfants ?» demanda l'officier. « Oui, mais vous l'avez déjà vu toucher inappropriément ses enfants? Non, mais vous l'avez déjà menacé directement, vous ou vos enfants? Eh bien, pas directement, mais le ton. Madame, je comprends votre inquiétude, mais techniquement, elle n'a commis aucun crime. Observer les enfants dont elle s'occupe n'est pas illégal. Prendre des photos, bien qu'inappropriées, n'est pas illégal si elle avait un accès autorisé à la maison. La meilleure chose à faire est simplement de ne pas la réembaucher. Mais et si elle revient? Et si elle essaie quelque chose? Elle sait où je vis? Évidemment. Elle travaillait chez moi. Bon, si elle revient sans être invitée, ce serait une intrusion. Là, oui, nous pourrions agir. Mais pour l'instant, nos mains sont liées. Je me suis sentie impuissante, frustrée, peur. J'ai engagé une autre nounou. Cette fois, une agence professionnelle avec vérification des antécédents. C'était plus cher, mais cela valait la tranquillité d'esprit. 2 semaines se sont écoulées sans incident. Les enfants se sont adaptés à la nouvelle nounou. J'ai commencé à me détendre à nouveau. Mais alors, Camilla a commencé à dire des choses étranges. « Maman, Madame Elena est venue me rendre visite hier soir. »« Quoi ? » ?»« Non, ma chérie. Madame Elena ne vient plus. Nous avons maintenant Madame Monica. Mais elle est venue. Je l'ai vue à ma fenêtre.
À ta fenêtre? Chérie, nous sommes au 2e étage. Personne ne peut être à ta fenêtre. Mais elle était là, elle frappait le verre. Elle souriait en disant « Laisse-moi entrer, ma fille ». Mon sang se glaça. Je vérifiais la fenêtre de Camilla. Elle était fermée et la serrure en place. Mais quand je regardais dehors, il y avait des marques de doigts, sur l'extérieur du verre, comme si quelqu'un avait grimpé jusqu'au 2e étage et avait touché la fenêtre. J'appelai un serrurier le jour même. Il installa des barreaux de sécurité sur toutes les fenêtres des chambres des enfants. J'installai également des détecteurs de mouvement autour du bâtiment. Une semaine plus tard, les détecteurs se déclenchèrent à 2h30 du matin. Mon téléphone me alerta. Je vérifiais les caméras extérieures que j'avais installées. Il y avait quelqu'un dans le jardin, regardant vers les fenêtres du 2e étage, regardant spécifiquement vers la fenêtre de Camilla. C'était Elena. Juste là, en train de regarder, sans essayer d'entrer. Juste en train de regarder. J'ai immédiatement appelé la police. Ils sont arrivés en 15 minutes. Quand ils sont arrivés, Elena était partie. Mais les caméras l'avaient clairement enregistrée. Cette fois, ils ont pu faire quelque chose. Ils lui ont délivré un ordre d'éloignement. Si elle s'approchait à moins de 200 mètres de ma maison ou de mes enfants, elle serait arrêtée. Je pensais que cela suffirait. Ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard, lorsque j'ai récupéré Matteo à l'école, sa maîtresse m'a appelé à part. « Patricia, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Une femme âgée est venue demander pour Matteo. Elle a dit qu'elle était sa grand-mère. Évidemment, nous ne l'avons pas laissé s'approcher sans vérifier avec vous d'abord. Mais quand nous lui avons demandé une pièce d'identité, elle est rapidement partie. À quoi ressemblait-elle? 45-50 ans, cheveux gris courts, elle portait un chapelet. Elena. Elle avait essayé d'emmener mon fils de l'école. Ça a été suffisant. J'ai parlé avec mon superviseur à l'hôpital. Je lui ai expliqué la situation, en omettant les détails les plus perturbants. J'ai réussi à changer mon service. Maintenant, je travaille 2 jours. Je gagne moins d'argent, mais je peux être avec mes enfants le soir. Il s'est écoulé 4 mois depuis que j'ai licencié Elena. Nous avons déménagé dans un appartement différent, dans un quartier différent. Les enfants ont changé d'école. Je n'ai pas revu Elena depuis. Les capteurs ne se sont jamais réactivés. Les fenêtres restent intactes. Mais Camilla dit encore que parfois, quand elle est sur le point de s'endormir, elle entend une voix douce dehors de sa fenêtre. « Ma fille, laisse-moi entrer. Je veux juste prendre soin de toi. » Je vérifie les caméras. Il n'y a jamais personne. Peut-être que Camilla l'imagine. Peut-être que ce sont des cauchemars résiduels de cette expérience. Ou peut-être qu'Elena a trouvé un moyen de lui parvenir que les caméras ne peuvent pas capter. Je ne sais pas. Et cette incertitude est ce qui me tient éveillé de nombreuses nuits, écoutant chaque petit bruit, vérifiant chaque ombre, m'assurant que mes enfants sont en sécurité. Car j'ai appris quelque chose d'effrayant. Lorsque vous invitez un étranger chez vous, lorsque vous lui donnez accès à vos enfants, vous ne savez jamais vraiment qui il est. Vous ne savez jamais ce qu'il veut. Vous ne savez jamais jusqu'où il ira. Et une fois qu'il devient obsédé, une fois qu'il décide que vos enfants lui appartiennent, il est presque impossible de le faire renoncer. Alors si vous engagez un jour une babysitter, faites plus que vérifier ses références. Faites confiance à votre instinct. Et si quelque chose vous semble mauvais, même légèrement, agissez immédiatement, car lorsque les signaux deviennent évidents, il peut être trop tard. Voici l'expérience de Patricia. Elle m'a dit qu'elle vit encore avec la peur qu'un jour Elena apparaisse, que les enfants suivent une thérapie pour traiter tout ce qu'ils ont vécu. Si tu as déjà dû laisser tes enfants à quelqu'un et que tu as ensuite découvert des choses qui t'ont fait remettre en question tout, laisse un commentaire. La confiance que nous plaçons dans les personnes qui prennent soin de nos proches est quelque chose de sacré. Et lorsque cette confiance est brisée, les cicatrices peuvent durer des années. Prends soin de ta famille, vérifie toujours, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Repose-toi bien. Cette histoire m'a été envoyée par Sébastien, un abonné de la chaîne qui vit dans une zone rurale de Colombie. Avant de commencer, si toi aussi tu as vécu quelque chose d'inexplicable et que tu aimerais que je le raconte ici, laisse-le moi dans les commentaires ou envoie-le-moi directement. J'adore lire les expériences que les gens partagent. Maintenant, ce que Sébastien m'a raconté est perturbant, et cela a à voir avec quelque chose que sa famille a essayé de garder secret pendant des années.
Nous parlons d'un pacte de conséquences qui se transmettent et d'une dette que quelqu'un dans sa famille a laissé impayée. Prépare-toi, car cette histoire va te laisser réfléchir longtemps après qu'elle soit terminée. Je n'ai jamais pensé que je finirais par raconter cela publiquement. Pendant des années, ma famille est restée silencieuse sur ce qui s'est réellement passé dans notre ferme. Mais après tout ce que j'ai vécu, j'ai besoin de le sortir de ma poitrine. Peut-être que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire et peut me comprendre. Ou peut-être que j'ai juste besoin que quelqu'un écoute et croie. J'ai grandi dans une plantation de café dans les montagnes de Colombie, près d'un village si petit qu'il n'apparaît même pas sur la plupart des cartes. Mon grand-père paternel, Don Esteban, a acheté cette terre dans les années 50 avec de l'argent dont personne ne savait vraiment d'où il venait. Mon père ne parlait jamais beaucoup de cela, mais quand j'étais enfant, j'ai entendu des rumeurs dans le village. On disait que Don Esteban avait fait un pacte, que personne ne pouvait prospérer autant et aussi rapidement sans l'aide de forces obscures. Je ne croyais pas à ces choses. Je me considérais comme une personne rationnelle. J'ai étudié l'agronomie en ville, je suis revenu pour aider à la plantation, et je pensais que les contes de sorcières et de pactes étaient des superstitions de gens ignorants, comme j'avais tort. Tout a commencé à changer lorsque mon grand-père est mort. J'avais 26 ans. C'était une mort étrange. Il a simplement cessé de manger. Les médecins n'ont rien trouvé de mal chez lui, mais il refusait de prendre une bouchée. Dans ces derniers jours, il délirait, parlant de elle qui venait réclamer que le temps était écoulé. Ma grand-mère s'occupait de lui jour et nuit, pleurant en silence. Mais elle ne nous a jamais rien expliqué. Le jour de sa mort, ma grand-mère m'a appelé à part. Nous étions dans le couloir de la maison principale, avec vue sur les plantations de café qui s'étendaient à perte de vue. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant tout d'orange et de violet. « Sébastien, » me dit-elle d'une voix tremblante, « il y a des choses que tu dois savoir. Ton grand-père, il a fait quelque chose il y a de nombreuses années, quelque chose qui nous a donné tout cela. » Elle désigna la terre d'un geste large de sa main ridée. « Mais tout a un prix, mon fils, et ce prix n'a pas été entièrement payé. » Je lui ai demandé de m'expliquer, mais elle a secoué la tête. « Ton père saura quoi faire quand le moment sera venu. Promets-moi juste que tu prendras soin de ta famille. » Quoi qu'il arrive, je le lui avais promis, bien que je ne comprenais rien. 2 semaines plus tard, elle est aussi morte. Une crise cardiaque, ont dit les médecins. Mais je l'ai vue la nuit précédente, assise dans son rocking chair, regardant vers la forêt qui bordait la propriété. Elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, et ses yeux reflétaient une terreur que je n'oublierai jamais. Mon père s'est occupé de tout. Il a vendu une partie des terres, modernisé le processus du café, engagé plus de travailleurs. Il semblait déterminé à faire croître encore plus la ferme. Mais je remarquais qu'il avait changé. Il se réveillait la nuit. Je l'entendais marcher dans la maison. Il a commencé à boire, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. 6 mois après la mort de ma grand-mère, je me suis réveillé un matin à cause d'un bruit venant du jardin. Il était environ 3 heures du matin. Je me suis penché par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu mon père debout au milieu du jardin, complètement immobile, regardant vers la forêt. Il y avait une pleine lune et je pouvais le voir clairement. Il était pieds nus, en pyjama, comme s'il était sorti en somnambule. Je suis descendu en courant, inquiet. Quand je suis arrivé à ses côtés et que je l'ai touché, il a sursauté comme s'il avait été tiré d'un transe. « Papa, que fais-tu ici ?» Il m'a regardé avec des yeux vitreux. « Tu l'as entendu ?»« Entendre quoi ?» « La voix, elle vient de la forêt. Elle m'appelle par mon nom. » J'ai eu la chair de poule. « Papa, il n'y a personne ici, allons à l'intérieur. » Cette nuit-là, il n'a pas réussi à dormir. Il est resté assis dans le salon, avec toutes les lumières allumées, buvant café après café. Je suis resté avec lui, essayant de comprendre ce qui se passait, mais il refusait de parler. Les jours suivants devenaient de plus en plus étranges. Les travailleurs ont commencé à signaler des choses bizarres dans les caféiers. Des outils qui disparaissaient et réapparaissaient à des endroits où personne ne les avait laissés. Des bruits dans la forêt, comme des chants ou des murmures qu'ils ne pouvaient pas identifier. Un des hommes les plus âgés, Don Ramiro, est venu me parler un jour. « Don Sébastien », me dit-il en enlevant son chapeau par respect, « avec tout le respect que je vous dois, mais il y a quelque chose de mal dans cette terre. Je travaille ici depuis que votre grand-père a acheté cet endroit, et j'ai vu des choses. Avant,
Il ne se passait rien parce que l'accord était respecté. Mais maintenant, quel accord donne Ramiro? Il regarda autour de lui, comme s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Votre grand-père a fait un pacte avec la Madremonte. Il lui a donné de la prospérité en échange de offrandes. De temps en temps, il devait lui laisser quelque chose dans la forêt. De la nourriture, du rhum, du tabac, des choses comme ça. Et jamais, au grand jamais, il ne devait toucher une certaine partie de la forêt. Il y a une clairière là-dedans, avec des pierres anciennes. Cet endroit est sacré pour elle. Je sentis mon estomac se retourner. La Madremonte? Vous me parlez vraiment de légendes? Ce ne sont pas des légendes, patron. Je l'ai vu, il y a des années, quand je m'enfonçais trop dans la montagne. C'est réel. Et elle est en colère parce que personne n'a respecté le pacte depuis la mort de Don Esteban. Je le remerciais pour l'information, même si au fond, je n'y croyais toujours pas tout à fait. Mais ce même soir, quelque chose se passa qui changea mon scepticisme pour toujours. J'étais dans ma chambre, travaillant sur l'ordinateur quand j'ai entendu le cri. C'était un cri de terreur pure qui venait de la chambre de mon père. J'ai couru là-bas et je l'ai trouvé debout sur le lit, pointant vers la fenêtre avec une main tremblante. « Elle est là! Tu la vois! Elle est là !» J'ai regardé dans la direction où il pointait. Au début, je ne voyais rien, juste l'obscurité de la forêt au loin. Mais alors, entre les arbres, j'ai distingué une silhouette. Elle était grande, trop grande pour être une personne normale. Elle avait la forme d'une femme, mais ses cheveux étaient longs et semblaient bouger comme s'ils avaient une vie propre, comme des branches et des feuilles bercées par le vent. Sa peau, ou ce qui semblait être de la peau, brillait d'une teinte verdâtre sous la lumière de la lune. Je suis resté paralysé. La silhouette se déplaçait entre les arbres avec une grâce antinaturelle, s'approchant lentement de la maison. Je pouvais maintenant entendre un son, un murmure qui semblait venir de partout à la fois. Ce n'était pas des mots clairs, mais d'une certaine manière, j'ai compris le message. Ce qui a été promis doit être payé. Mon père s'est effondré sur le lit, pleurant comme un enfant. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je ne savais pas comment respecter le pacte. Papa ne m'a jamais bien expliqué. Je pensais qu'avec sa mort, tout serait fini. La silhouette s'est arrêtée juste à la limite du jardin, comme si une barrière invisible l'empêchait de s'approcher davantage. Elle nous a regardés droit dans les yeux, et bien que je ne puisse pas voir ses yeux clairement, j'ai ressenti le poids de son regard me traverser. Puis, lentement, elle s'est retournée et est retournée dans la forêt, se dissolvant dans les ombres. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Mon père m'a finalement tout raconté. Grand-père avait fait le pacte quand il était jeune, désespéré de sortir de la pauvreté. La Madremonte lui avait promis que la terre serait prospère, qu'il ne manquerait jamais d'argent. Mais en échange, il devait faire des offrandes spécifiques à chaque pleine lune et maintenir vierge une partie de la forêt, sans jamais toucher aux pierres anciennes qui s'y trouvaient. Mon grand-père a respecté les rites religieusement pendant des décennies. Mais en vieillissant, il est devenu négligent. Il oubliait certaines offrandes. Et le pire, 1 an avant de mourir, il avait permis à des ouvriers d'abattre des arbres dangereusement près de la clairière sacrée. Ils n'ont pas touché les pierres, mais ils ont violé le périmètre. La Madremonte est venue réclamer. D'abord lui, le consumant lentement jusqu'à ce qu'il meure. Puis ma grand-mère, qui connaissait la vérité et portait la culpabilité. Et maintenant, elle venait pour mon père. « Tu dois faire les offrandes, Sébastien », m'a-t-elle supplié. « C'est le seul moyen. Chaque pleine lune laisse du tabac, du rhum, des fruits et des fleurs au bord de la forêt. N'entre jamais dans la clairière, ne touche jamais les pierres. Et prie pour qu'elle accepte que le pacte continue avec toi. » Je ne savais pas si je devais le croire complètement, mais ce que j'avais vu était indéniable. Quelque chose était dans cette forêt, quelque chose de ancien et puissant. La pleine lune suivante, j'ai préparé l'offrande comme mon père me l'avait indiqué. Du tabac roulé à la main, une bouteille de rhum vieux, des mangues mûres, des fleurs sauvages et des bougies. J'ai attendu jusqu'à minuit et j'ai marché vers la forêt, avec tout dans un panier. La forêt la nuit était un autre monde. Les sons normaux du jour, oiseaux, insectes, le vent, étaient remplacés par un silence dense, interrompu seulement occasionnellement par des craquements que je ne pouvais pas identifier. J'avais une lampe de poche, mais sa lumière semblait faible, absorbée par l'obscurité environnante.
J'ai atteint le bord de la forêt et j'ai laissé le panier sur le sol, juste là où l'herbe du jardin se terminait et où commençait la terre de la colline. Je me suis agenouillé comme mon père m'avait dit de le faire et j'ai parlé à voix haute. Madame de la montagne, j'apporte ces offrandes avec respect. Je demande pardon pour les fautes de ma famille et je promets de respecter le pacte que mon grand-père a fait. Le silence s'est approfondi. Je pouvais sentir que quelque chose m'observait depuis l'obscurité. L'air est devenu plus froid et une odeur de terre mouillée et de végétation en décomposition m'a enveloppé. Puis, je l'ai entendu. Une voix qui semblait venir du vent lui-même, grave et multiple, comme si de nombreuses voix parlaient à l'unisson. Le pacte a été rompu, le sang doit payer, ma bouche s'est asséchée. Que veut dire cela? Ton grand-père a promis sa lignée, 3 générations de service, il a tenu sa promesse, ton père a échoué. Maintenant, tu dois payer la dette complète ou prendre sa place. J'ai senti mes jambes trembler. Prendre sa place, que signifie cela? La voix n'a pas répondu. Au lieu de cela, le panier a commencé à bouger, traîné vers la forêt par des mains invisibles. Je l'ai vu disparaître parmi les buissons, et puis, silence. Je courus de retour à la maison, le cœur battant dans ma poitrine. Mon père m'attendait éveillé. Que t'a-t-il dit? Je lui ai tout raconté. Il devint pâle. Prendre sa place signifie que l'un de nous doit rester avec elle, dans la forêt, pour toujours. Les jours suivants furent consacrés à une recherche frénétique. Je parlais avec des anciens du village, avec des gens qui connaissaient les vieilles histoires. Tous me dirent la même chose. Les pactes avec la Madremonte étaient réels, anciens et extrêmement dangereux à rompre. Certains suggéraient des rituels de purification, d'autres disaient que nous devions quitter la terre. Mais un vieux guérisseur nommé Don Jacinto, me proposa une possibilité. Tu peux renégocier, me dit-il, mais tu devras aller dans la clairière, parler avec elle directement. C'est dangereux, tu pourrais ne pas en sortir. Mais c'est le seul moyen de changer les termes. Je lui ai demandé comment arriver à la clairière. Il a dessiné une carte rudimentaire sur un papier. Suis le ruisseau en amont, jusqu'à ce que tu trouves les 3 Ceibas jumelles. De là, marche vers l'endroit où se lève le soleil. Tu trouveras les pierres. Mais écoute-moi bien, garçon, n'y va pas de jour. Elle ne négocie que la nuit, et apporte une offrande qui en vaille la peine. Quelque chose de personnel, quelque chose qui représente un véritable sacrifice pour toi. J'ai passé une semaine à me préparer. J'ai pensé à ce que je pourrais lui offrir qui est une véritable valeur. Finalement, j'ai décidé d'apporter la montre en or de mon grand-père, une relique familiale que mon père m'avait donnée lorsque j'ai eu 21 ans. C'était ce que j'avais de plus précieux, non pas en termes d'argent, mais de signification émotionnelle. La nuit choisie était une nuit de nouvelle lune, la plus sombre du mois. Mon père a essayé de m'arrêter, mais je lui ai dit que c'était la seule façon. Si je n'essayais pas, il mourrait comme mon grand-père, consumé lentement par quelque chose que nous ne pouvions pas combattre. Je suis entré dans la forêt à 11 heures du soir. Le silence était absolu, oppressant. J'ai suivi le ruisseau, me guidant plus par le son de l'eau que par la vue, car l'obscurité était presque totale même avec la lampe de poche. Le chemin semblait s'allonger à l'infini, comme si la forêt grandissait autour de moi. Enfin, j'ai trouvé les 3 Ceibas. Elles étaient énormes, leurs troncs si larges qu'il aurait fallu 5 personnes pour les embrasser. Leurs racines s'entrelaçaient, formant une sorte de portail naturel. Je suis passé entre elles, sentant que je franchissais un seuil vers quelque chose d'ancien et d'étranger. J'ai marché vers l'est, là où le soleil était sorti ce matin-là. Le terrain montait et descendait. Des racines dépassaient, essayant de me faire trébucher. J'entendais des sons autour de moi, des pas qui coïncidaient avec les miens, des respirations qui n'étaient pas les miennes, des chuchotements dans une langue que je ne reconnaissais pas. Et alors, j'arrivais dans la clairière. Elle était plus grande que je ne l'imaginais, un cercle parfait où aucun arbre ne poussait, seulement de l'herbe basse et des fleurs blanches qui brillaient de leur propre lumière. Au centre, il y avait 7 pierres verticales, disposées en cercle, couvertes de mousse et de symboles gravés que je ne pouvais pas déchiffrer. L'air y était différent, chargé comme avant une tempête. Fais un pas vers le centre et les fleurs se sont éteintes. L'obscurité est devenue absolue. Ma lampe de poche s'est éteinte toute seule. Tu es venu. La voix est venue de partout. Je me suis retourné, essayant de localiser son origine, mais c'était impossible. Oui, répondis-je, essayant de ne pas laisser ma voix trembler.
Je viens renégocier le pacte. » Un rire résonna, pas cruel mais ancien, comme le son des feuilles sèches entraînées par le vent. « Que proposes-tu » Je sortis la montre de ma poche. Ceci, elle appartenait à mon grand-père. C'est tout ce que j'ai de lui. Quelque chose bougea dans l'obscurité. Je sentis une présence s'approcher, m'entourant. L'odeur de terre et de végétation s'intensifia. Une montre, temps mesuré par le métal et les engrenages. Penses-tu que cela m'importe ? Je déglutis. C'est ce que cela signifie. Le temps que j'ai passé avec lui. Les souvenirs. Je te les donne. Il y eut un silence. Puis, je sentis quelque chose effleurer ma main. De longs doigts froids prirent la montre. Elle disparut de ma paume. Intéressant. Cela fait longtemps que personne ne m'a offert de souvenirs. Mais ce n'est pas suffisant pour annuler la dette. Que veux-tu d'autre ? Ton grand-père a promis 3 générations. Il a servi. Ton père a échoué. Tu es le 3e. Tu peux accomplir le service ou tu peux m'offrir quelque chose qui vaut les 3 générations ensemble. Que pourrait valoir autant ? La présence s'est approchée davantage. J'ai senti un souffle dans mon cou, comme le vent humide de la forêt. Ton avenir, tes enfants non nés, renonce à avoir une descendance, et le pacte se terminera avec toi. La terre restera prospère jusqu'au jour de ta mort, mais il n'y aura pas de 4e génération. Ta lignée se termine et avec elle ma réclamation. Mon sang s'est glacé, mais mes enfants, ceux qui n'existent pas encore, je ne te prends rien que tu aies déjà. Mais si tu acceptes, tu ne pourras jamais avoir de descendance. Ton nom mourra avec toi. Est-ce un prix que tu es prêt à payer pour sauver ton père et te libérer de ma réclamation ? J'ai pensé à ma petite amie, avec qui j'avais parlé de nous marier bientôt. J'ai pensé aux enfants que nous avions imaginés. J'ai pensé à toutes les vies futures qui n'existeraient jamais. Mais j'ai aussi pensé à mon père, se consumant comme l'a fait mon grand-père. J'ai pensé à la terreur dans les yeux de ma grand-mère. J'ai pensé à la malédiction qui pesait sur ma famille. Mon père sera-t-il libre ? Ai-je demandé. Oui, le pacte sera scellé avec toi. Quand tu mourras sans héritier, la dette sera réglée. La terre redeviendra juste de la terre. Sans bénédiction, sans malédiction. Je fermais les yeux. Une partie de moi criait de fuir, de ne pas accepter. Mais une autre partie, celle qui avait vu ma famille souffrir, savait qu'il n'y avait pas d'autre option. J'accepte. L'air explosa autour de moi. Je sentis quelque chose entrer en moi, froid comme la glace, brûlant comme le feu. C'était comme si des mains invisibles me marquèrent de l'intérieur. Je tombais à genoux, criant, tandis que la douleur me traversait. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Quand cela s'arrêta enfin, j'étais étendu sur le sol, haletant. Les fleurs blanches avaient recommencé à briller, illuminant doucement la clairière. « C'est fait », dit la voix, maintenant plus lointaine. « Le pacte est scellé, pars, et ne reviens jamais à cet endroit. » Je me suis levé avec difficulté, et je suis sorti du clairière en titubant. Le chemin du retour était flou, mon esprit traitant encore ce que j'avais fait. Quand je suis arrivé à la maison, le soleil était déjà en train de se lever. Mon père m'attendait sur le porche. Une chose étrange. Il avait l'air mieux, moins émacié, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. « Que faisais-tu » m'a-t-il demandé. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai terminé, il a pleuré. Il m'a serré fort dans ses bras, mais dans ses yeux, j'ai vu de la gratitude mêlée à une profonde tristesse. C'était il y a 5 ans. La ferme reste prospère, mais je sais que c'est temporaire. Le jour où je mourrai, tout cela prendra fin. J'ai rompu avec ma petite amie 1 mois après. Je ne pouvais pas l'épouser en sachant que je ne pourrais jamais lui donner la famille qu'elle désirait. Je lui ai dit que j'avais découvert que j'étais stérile à cause d'une condition médicale. C'était plus facile que la vérité. Parfois, la nuit, j'entends des chuchotements venant de la forêt. Je ne suis jamais retourné dans la clairière, et je ne le ferai jamais. Mais je sais qu'elle est là, en attente. L'horloge de mon grand-père, mes souvenirs avec lui, et mon avenir qui ne sera jamais, tout cela est avec elle maintenant. Le pacte est scellé, et je porte cette vérité chaque jour. Ma lignée familiale s'arrête avec moi. Il n'y aura pas de 4e génération. J'ai sacrifié mon avenir pour libérer ma famille d'une dette qui n'aurait jamais dû être contractée. Ai-je bien agi ? Je ne sais pas. Il y a des nuits où je me demande si j'aurais dû fuir, quitter la terre, laisser mon père faire face aux conséquences des décisions de mon grand-père. Mais quand je le vois sourire, quand je le vois dormir paisiblement pour la première fois depuis des années, je pense que peut-être cela en valait la peine. Bien que je ne pourrais jamais en être complètement sûr, parce que parfois,
Quand je suis seul, je ressens cette marque froide en moi, me rappelant le prix que j'ai payé. Et je sais que la Madremonte n'oublie pas. Elle attend, attendant le jour où je mourrai et où la dette sera enfin réglée. Jusqu'à ce moment-là, je vis avec ce fardeau, avec ce secret, avec ce sacrifice que personne d'autre que moi ne peut comprendre complètement. Et la forêt est toujours là, observant, me rappelant que certains pactes transcendent les générations et que le prix de l'ambition peut être payé de manière que nous n'avons jamais imaginée. C'est l'histoire que Sébastien m'a partagée. Il m'a autorisé à la raconter à condition de garder son emplacement exact privé. Il dit qu'il a maintenant 31 ans et que chaque jour, il vit en sachant que sa décision était définitive. Si jamais tu t'es retrouvé dans une situation où tu as dû sacrifier quelque chose d'important pour ta famille, fais-le-moi savoir dans les commentaires. J'adore lire comment les gens font face à des décisions impossibles. Et si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour écouter d'autres témoignages comme celui-ci chaque semaine. Il y a beaucoup d'autres expériences qui valent la peine d'être connues. Repose-toi bien et à bientôt. Cette expérience m'a été envoyée par une auditrice qui s'appelle Isabelle. Elle vit dans un village côtier de Veracruz, au Mexique. Et quand j'ai lu son message, je n'ai pas pu le croire. Elle dit que pendant plusieurs mois, elle a eu des visites chez elle qui l'ont menée à la limite de la raison. Si jamais tu as ressenti que quelque chose t'observe chez toi, laisse un commentaire pour me le dire. Cela m'importe beaucoup de connaître vos expériences. Isabelle est mère célibataire, elle travaille depuis chez elle et vit avec ses 2 enfants. Ce qui a commencé comme de petits événements inexpliqués est devenu quelque chose qui l'a obligée à prendre des décisions drastiques. Voici son histoire, et c'est le genre d'histoire que tu devrais écouter avec les lumières allumées. Lorsque j'ai emménagé dans la maison de Salina Cruz, je n'avais pas beaucoup d'informations à son sujet. Je l'ai trouvée sur Internet à un prix qui aurait dû me donner un signal d'alerte dès le départ. C'était une petite maison, de plein pied, située dans une rue tranquille près de la plage. 3 chambres, une cuisine, une salle de bain. Pour moi et mes 2 enfants, Santiago, 7 ans, et Lucia, 5 ans, c'était plus que suffisant. J'ai emménagé en février. Le temps était agréable, doux. L'odeur de la mer arrivait par les fenêtres, surtout le matin. Une odeur salée et fraîche que j'adorais. La maison avait un petit jardin à l'arrière, avec un grand arbre à mangue qui faisait de l'ombre presque toute l'après-midi. Pour les enfants, c'était un paradis dès le premier jour. Les 2 premières semaines ont été parfaites. Je rangeais mes affaires, réorganisais les meubles, découvrais le quartier. Les voisins étaient aimables, bien que j'ai remarqué que lorsque je mentionnais dans quelle rue je vivais, certains changèrent d'expression. Un changement très subtil, presque imperceptible, mais je l'ai remarqué. Une voisine, Madame Consuelo, quand je lui ai donné l'adresse exacte, est restée silencieuse un moment puis a dit « C'est bien que tu ne sois pas seule alors, que tu as les enfants. » Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, je ne voyais rien d'étrange dans la phrase. Les premiers événements ont commencé la 3e semaine. Ils étaient petits. Si petits que je les ai complètement ignorés au début. Des choses qui pourraient avoir des explications simples si on les cherche. La première chose fut la cuisine. Je suis arrivé un matin pour préparer le petit déjeuner et j'ai trouvé toutes les poêles sorties des meubles et alignées sur le sol, une à côté de l'autre, formant une ligne parfaite depuis la porte de la cuisine jusqu'au mur du fond. J'ai pensé que Santiago les avait sorties en jouant pendant que je prenais ma douche. Je lui ai demandé et il a nié. J'ai demandé à Lucia. Elle a également nié. Aucun des 2 ne savait comment sortir les poêles du meuble inférieur car je l'avais toujours fermé à clé. Ce matin-là, la clé était ouverte. Je l'ai laissé passer. Le 2e événement a eu lieu 2 jours plus tard. Je suis allé dans la chambre des enfants avant de dormir et j'ai trouvé Lucia en train de parler avec quelqu'un. Elle était assise par terre, de dos à moi, la tête inclinée comme si elle écoutait. Je l'ai appelée. Elle s'est tournée vers moi et a demandé ce qui se passait. « Avec qui parlais-tu » lui ai-je demandé. « Avec la dame » dit Lucia, avec toute la naturelle du monde. « Quelle dame » ? « La dame qui vient la nuit, celle qui sent les fleurs. » Je me figeais. Je lui demandais à quoi ressemblait cette dame. Lucia réfléchit un moment puis dit « Elle est grande. Elle a les cheveux très longs et les yeux très foncés. Elle s'habille en blanc. » Je lui demandais si elle la voyait à ce moment-là.
Lucia regarda dans le coin de la pièce, juste derrière où j'étais debout, et hocha la tête. Je me retournai immédiatement. Il n'y avait personne. Le coin était vide, mais l'air là-bas se sentait différent, plus froid, et il y avait une odeur très faible de fleurs, une odeur douce qui ne correspondait pas à l'ambiance marine de la maison. Cette nuit-là, je ne dormis pas bien. Au cours des jours qui suivirent, les événements s'accumulèrent. Toujours petits, toujours à la frontière entre ce qui pourrait être une coïncidence et ce qui ne l'était pas. Les portes de la maison semblaient ouvertes quand je les avais fermées. Pas brusquement, pas comme si quelqu'un les avait ouvertes avec force. Elles étaient simplement ouvertes quand j'entrais dans une pièce. Comme si quelqu'un était entré calmement et les avait laissées ouvertes derrière lui. Le miroir de la salle de bain a commencé à s'embuer d'une manière étrange. Pas le type de vapeur qui se produit quand tu prends une douche. Il s'embuait sous la forme de doigts, comme si quelqu'un avait posé les mains contre le verre de l'intérieur. Motif clair. 5 doigts, étendus, pressés contre la surface. Toujours de la même taille, toujours au même endroit. Les enfants ont commencé à mal dormir. Santiago m'a dit qu'il entendait des pas dans le couloir la nuit, des pas légers, pieds nus, qui s'arrêtaient juste devant la porte de sa chambre. Lucia continuait à parler avec la dame. Chaque matin, quand je lui demandais de quoi elle parlait, elle me répondait toujours la même chose. Elle me raconte des histoires. Je suis allé voir Madame Consuelo. Je lui ai demandé directement si elle savait quelque chose sur la maison où elle vivait, sur son histoire. Doña Consuelo m'a invité à m'asseoir. Elle m'a préparé un café. Et avec une expression sérieuse, elle m'a raconté l'histoire. La maison avait été habitée par une famille pendant de nombreuses années. Une mère et ses 3 enfants. Le père était mort depuis longtemps. La mère, une femme nommée Esperanza, a vécu seule avec les enfants jusqu'à ce que les fils grandissent et s'en aillent. Après cela, Esperanza est restée seule dans la maison pendant plusieurs années de plus. Doña Consuelo fit une pause. Esperanza est morte seule, dit-elle. Personne ne sait exactement quand. Quand les voisins ont remarqué qu'ils ne l'avaient pas vue depuis plusieurs jours, ils ont appelé la police. Ils l'ont trouvée dans la maison, dans le jardin, sous le manguier. Je déglutis. Ils disent qu'elle est là depuis longtemps, continua Doña Consuelo. Plusieurs semaines au moins. Personne ne lui rendait visite. Personne ne l'a cherchée. Je lui ai demandé quand cela s'était passé. Il y a environ 8 ans. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre avait vécu dans la maison après Esperanza. Doña Consuelo me regarda avec une expression que j'ai essayé de ne pas trop lire. 2 familles ont vécu ici. L'une est partie après 1 mois, l'autre a duré 3 semaines. Pourquoi sont-elles parties ? Ai-je demandé. Doña Consuelo n'a pas répondu directement. Elle a juste dit « Tu es la première à être restée si longtemps. » Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un poids dans l'estomac. J'ai regardé le jardin par la fenêtre. L'arbre à mangues était là, grand, tranquille, avec ses feuilles se mouvant doucement au gré du vent marin. Un bel endroit. Un endroit où, selon Doña Consuelo, Esperanza était morte seule, sans que personne ne lui manque pendant des semaines. Cette nuit-là, j'ai décidé de prêter attention à ce qui se passait. Pas exactement par peur, mais avec une attention que je n'avais jamais eue auparavant. Si quelque chose était dans la maison, j'avais besoin de comprendre ce que c'était et pourquoi c'était là. À 2 heures du matin, un bruit m'a réveillé. Pas un bruit fort, un bruit doux, répétitif, comme quelqu'un marchant lentement dans le couloir. Des pas légers, nu-pieds, qui parcouraient le couloir d'un bout à l'autre. Je me suis levé du lit et je me suis penché à la porte. Le couloir était sombre. La seule lumière venait de la petite lampe de chevet que j'avais allumée près de la salle de bain. Je ne vis personne, mais l'odeur était là. L'odeur de fleurs, douce, pénétrante, impossible à ignorer. Et il y avait quelque chose d'autre, sous l'odeur de fleurs, quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Une odeur que je ne voulais pas identifier. Je restais à la porte, immobile, écoutant. Les pas s'arrêtèrent devant la chambre des enfants. Et alors j'entendis quelque chose qui me fit fermer les yeux très fort. Une voix, douce, presque un murmure. Une voix de femme qui parlait très doucement, comme si elle racontait une histoire. Je ne pouvais pas comprendre les mots, juste le ton. Un ton doux, maternel, comme celui que l'on utilise quand on veut endormir un enfant. J'attendis. J'écoutais pendant plusieurs minutes. La voix continua, douce et constante, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne lentement.
comme si la personne qui parlait s'éloignait lentement sans que j'entende ses pas s'éloigner. Le lendemain matin, j'ai vérifié les enfants. Tous deux dormaient profondément, plus profondément que d'habitude. Quand je les ai réveillés pour aller à l'école, Santiago m'a dit qu'il avait fait le meilleur rêve de sa vie. Il m'a raconté une très belle histoire, dit-il, encore à moitié endormi. « Madame ?» ai-je demandé. Santiago a ouvert les yeux et m'a regardé avec surprise. « Toi aussi tu la connais, maman ?» Les événements ont continué au cours des semaines suivantes. Ils se sont intensifiés peu à peu. La dame, comme les enfants l'appelaient, était de plus en plus présente chaque jour. Lucia la voyait plus souvent. Santiago l'écoutait. Je la sentais. Un jour, je suis arrivé dans le jardin et j'ai trouvé des fleurs. De vraies fleurs, physiquement dans le jardin, qui n'étaient pas là le matin précédent. Elles n'étaient pas plantées dans la terre. Elles étaient simplement là, soigneusement placées sur le sol sous le manguier. Un petit bouquet de fleurs blanches que je ne reconnaissais pas. Elles sentaient exactement comme l'odeur que je ressentais dans la maison la nuit. « Pourquoi es-tu resté ?» dit-elle. Je lui ai répondu sans réfléchir, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. « Parce que mes enfants sont heureux ici. » Elle resta silencieuse un moment. Puis, avec une expression qui changea subtilement, de solitude à quelque chose de plus proche de la compréhension, elle dit « Les enfants voient toujours ce que les adultes ne peuvent pas voir. » Et puis elle sourit. Un petit sourire, triste mais réel. Après cette nuit-là, les choses dans la maison changèrent. Pas pour le pire, pour le différent. Les événements ne disparurent pas, mais devinrent moins alarmants. Les pas continuaient la nuit, mais ne me réveillaient plus aussi souvent. L'odeur des fleurs demeura, mais devint quelque chose de familier, presque réconfortant. Les enfants continuèrent à parler avec Esperanza, comme elle était maintenant appelée, tous. Lucia lui racontait l'école. Santiago lui lisait des contes à voix haute avant de dormir. Un jour, quand Lucia m'a demandé si Esperanza pouvait rester pour toujours, je lui ai dit que oui, qu'elle pouvait rester tout le temps qu'elle voulait. Cette même semaine, les fleurs sont réapparues sous l'arbre. Mais cette fois, elles n'étaient pas seulement dans le jardin. Elles étaient sur la table de la salle à manger, sur le rebord de la fenêtre du salon, à l'entrée de la maison, dans tous les endroits que fréquentait Esperanza dans sa vie. Je n'ai pas peur d'Esperanza, je ne l'ai jamais eue, même si au début j'aurais menti si j'avais dit le contraire. Mais il y a quelque chose qui me rend inquiet, et c'est ceci. Lucia, la plus jeune, a commencé à parler d'autre chose. Il y a quelques jours, quand je lui ai demandé à propos d'Esperanza, Lucia est restée un moment silencieuse. Et puis elle a dit « Esperanza ne vient plus seule, maman ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Une autre personne vient avec elle, une personne qui ne parle pas. Une personne qu'Esperanza ne veut pas que je voie. Je lui ai demandé comment elle décrivait cette autre personne. Lucia est restée silencieuse pendant longtemps. Quand elle a enfin parlé, elle ne m'a pas regardé. « C'est grand », dit-elle. « Très grand. Et ça n'a pas de visage. » Depuis ce jour, l'odeur des fleurs dans la maison s'est mélangée à une autre odeur. Une odeur qui n'est pas celle des fleurs. Une odeur que je ne sais pas décrire, mais qui fait que lorsque je l'aperçois, j'ai envie de sortir de la maison immédiatement. Esperanza continue de venir. Les enfants continuent de dormir paisiblement. Mais je ne dors pas bien depuis 3 semaines. Parce que chaque nuit, quand je reste éveillé à écouter, je peux sentir 2 présences dans le jardin. Une que je connais, une que je ne connais pas. Et la seconde s'approche. Ainsi se termine l'histoire d'Isabelle. Elle m'a dit qu'elle reste dans cette maison, qu'elle n'a pas encore prévu de partir, mais que chaque nuit, elle regarde le jardin avec un mélange d'attention et de peur qu'elle ne ressentait pas auparavant. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est cette couche finale, cette idée que derrière quelque chose qui semble presque tranquille, il peut y avoir quelque chose de bien plus grand que personne n'a encore vu. Si cette histoire t'a donné des frissons, ou si tu as déjà ressenti que tu n'étais pas la seule présence dans ta maison, laisse ton commentaire ci-dessous. Ce sont les histoires qui me donnent envie de continuer à lire. Reposez-vous bien cette nuit. On se reparle bientôt. Cette histoire m'a été racontée par Laura, une abonnée qui vit dans une zone rurale du Guatemala.
Elle m'a écrit il y a 3 semaines avec une expérience qu'elle a vécue il y a des années dans la maison de son enfance. Si tu as aussi grandi à la campagne ou dans un endroit où les anciennes légendes sont encore respectées, tu comprendras probablement de quoi je parle. Si tu as une histoire similaire sur des créatures qui ne devraient pas exister mais que tu as vues de tes propres yeux, partage-la dans les commentaires. Je suis fasciné de connaître vos expériences. Maintenant, voici ce que Laura a vécu quand elle n'avait que 8 ans. Je suis né dans une ferme éloignée de tout village. La maison où nous vivions avec mes parents et mes 2 grands frères était ancienne, construite par mon arrière-grand-père au début du siècle dernier. Elle était grande, avec des murs épais en adobe et un toit en tuiles rouges qui craquait pendant les tempêtes. Autour, nous avions des cultures de café et de maïs, un poulailler, quelques cochons et au-delà, une forêt dense que personne de la famille n'osait explorer trop profondément. Depuis mon plus jeune âge, j'ai appris les règles. Ma grand-mère, qui vivait avec nous, était très stricte à leur sujet. Ce n'étaient pas des règles ordinaires comme « ne traverse pas la rue sans regarder » ou « lave-toi les mains avant de manger ». Ce étaient des règles qui semblaient étranges, presque superstitieuses, mais que tout le monde à la maison suivait sans question. Règle numéro 1, ne jamais laisser de nourriture dehors après la tombée de la nuit. Règle numéro 2, ne jamais siffloter la nuit, surtout près de la maison. Règle numéro 3, si tu entends quelqu'un t'appeler par ton nom depuis la forêt, ne réponds pas et ne te retourne pas. Règle numéro 4, jamais, en aucune circonstance, n'ouvrez la trappe du sous-sol. Cette dernière règle était la plus importante. La trappe était dans la cuisine, dans un coin près de l'armoire. Elle était en bois lourd, avec un cadenas rouillé qui semblait fermé depuis des décennies. Ma grand-mère gardait la seule clé suspendue à une chaîne autour de son cou et ne la retirait jamais, même pas pour dormir. Quand je lui ai demandé pourquoi nous ne pouvions pas ouvrir la trappe, ma grand-mère m'a regardé avec une gravité qui m'a effrayé. « Parce qu'ils vivent là-dessous », a-t-elle simplement dit. « Et tant que nous ne les dérangeons pas, ils ne nous dérangeront pas. » « Qui sont-ils » ai-je demandé. « Les gardiens, les anciens, ceux qui étaient ici avant nous. » Sa voix est descendue jusqu'à devenir un murmure. « Ton arrière-grand-père a passé un marché avec eux lorsqu'il a construit cette maison. Il leur a donné la cave comme leur espace, et en échange, ils nous protègent. Ils tiennent les choses mauvaises à distance. Mais si nous rompions l'accord, si nous entrions dans leur territoire, il n'a pas terminé la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. La peur dans ses yeux en disait assez. Pendant des années, j'ai obéi aux règles sans problème. La vie à la ferme était paisible. J'aidais ma mère avec les tâches ménagères. Je jouais avec mes frères dans la cour. Et le soir, nous nous réunissions autour de la table pendant que ma grand-mère racontait des histoires de sa jeunesse. Mais il y avait des signes, de petites choses que, en regardant en arrière, j'aurais dû remarquer davantage. Parfois, lors des nuits très silencieuses, on entendait des bruits sous la maison, des griffements doux, de petits pas rapides, des murmures dans une langue que je ne reconnaissais pas. Mon père disait que c'étaient des rats ou des opossums qui se glissaient sous les fondations. Mais je savais que ce n'étaient pas des animaux. Les animaux ne murmurent pas. Il y avait aussi des moments où nous trouvions des offrandes près de la trappe, de petits tas de pierres polies, des fleurs sauvages organisées en motifs circulaires. Une fois, j'ai trouvé une figure sculptée dans le bois qui semblait représenter une personne, mais avec des proportions étranges. Des bras trop longs, trop de doigts, une tête légèrement inclinée d'un côté. Ma grand-mère recueillait ces offrandes avec soin et les brûlait dans la cour arrière, murmurant des prières en un ancien espagnol mêlé à des mots dans une langue qui ressemblait à celle des indigènes de la région mais qui était différente, plus rugueuse, plus gutturale. Tout a changé l'été où j'ai eu 8 ans. Ma grand-mère est tombée malade. C'était soudain et sévère. Un jour, elle allait bien, marchant dans la maison, cuisinant, racontant ses histoires. Le lendemain, elle pouvait à peine se lever du lit. La fièvre la consumait. Elle délirait, parlant avec des personnes qui n'étaient pas là, avertissant sur des choses que nous ne pouvions pas voir. « Ils sont agités », murmurait-elle entre 2 rêves. « Ils ont faim. Cela fait trop longtemps. Ils ont besoin... » Elle ne terminait jamais ses phrases avant de retomber dans l'inconscience. Mes parents ont amené le médecin du village le plus proche. Il a examiné ma grand-mère et n'a rien trouvé de spécifique. Cela pourrait être son âge, a-t-il dit vaguement. Parfois, les personnes âgées s'éteignent simplement. Mais je savais que c'était quelque chose de plus. Nous le savions tous. La nuit où tout a empiré a été une nuit sans lune.
Le ciel était complètement noir, sans étoiles visibles, une obscurité si dense qu'elle semblait solide. J'étais dans ma chambre, essayant de dormir, quand j'ai entendu le premier coup. Il venait d'en bas, pas du rez-de-chaussée de la maison, mais d'encore plus bas, du sous-sol que nous n'avions jamais ouvert. Toc, toc, toc. 3 coups espacés, délibérés, comme si quelqu'un frappait à une porte de l'autre côté. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant fort. J'ai attendu, en retenant mon souffle. Les coups se sont répétés, plus fort cette fois. Toc, toc, toc. J'ai entendu du mouvement dans la maison, des pas précipités, des voix chuchotant avec urgence. Mes parents étaient réveillés. Je me suis levé et suis sorti de ma chambre. Mes frères aussi étaient sortis de la leur, le visage pâle et les yeux très ouverts. « Reposez-vous », nous a ordonné mon père, mais sa voix tremblait. Toc, toc, toc. Les coups ont continué. Maintenant, ils étaient accompagnés de griffures, comme des ongles longs traînant sur du bois. Ma mère courut dans la chambre de ma grand-mère. Elle la trouva assise sur le lit, complètement éveillée malgré sa maladie, les yeux fixés sur la porte. « Ça a commencé », dit ma grand-mère d'une voix rauque. « La faim est trop forte. Nous avons cassé quelque chose sans faire exprès. Ont-ils laissé de la nourriture dehors ?» Ma mère pâlit. Cet après-midi, nous avions fait un barbecue dans la cour. Et dans la précipitation pour ramener ma grand-mère dans son lit lorsqu'elle s'est aggravée, nous avions laissé les restes de nourriture sur une table dehors. Nous avions brisé la première règle. Les coups devinrent frénétiques. Ce n'étaient plus 3 coups espacés. C'était un martèlement constant, comme si des dizaines de petits poings frappèrent la trappe en dessous. Et alors, nous avons entendu des voix. Elles étaient aiguës et rugueuses, comme si plusieurs petites gorges parlaient en même temps. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais le ton était clair, colère, faim, demande. Mon père descendit les escaliers avec une lampe de poche et un machette qu'il gardait pour travailler dans les cultures. Je le suivis malgré ses protestations. J'avais besoin de voir. Quand nous sommes arrivés à la cuisine, la scène m'a glacé le sang. La trappe tremblait, vibrant littéralement dans son cadre, comme si quelque chose en dessous la poussait avec une force terrible. Le cadenas rouillé grinçait, s'efforçant de rester fermé. Autour des bords de la trappe, où le bois rencontrait le sol en carreaux, sortait une fumée gris pâle qui ne sentait rien mais piquait les yeux. Et les voix. Dieu, les voix. Ce n'étaient plus seulement des sons incompréhensibles. Maintenant, je pouvais distinguer des mots en espagnol, mêlés à cette autre langue. Faim, faim, ils ont promis, ils ont donné, maintenant rien. Faim, ouvrez, ouvrez, femme. Mon père est resté figé à l'entrée de la cuisine, le machette tremblant dans sa main. « Va chercher ta grand-mère », me dit-il sans détourner le regard de la trappe. « Vite !» Je courus à l'étage. Ma grand-mère était déjà aidée par ma mère pour descendre. Elle se déplaçait avec difficulté, appuyée lourdement sur le bras de ma mère, mais sur son visage il y avait une détermination féroce. Elle arriva à la cuisine et observa la trappe vibrante avec des yeux à moitié clos. « 3 mois sont passés, » murmura-t-elle. « 3 mois sans offrande. »« Des offrandes ?» demanda mon père. Je pensais que les offrandes étaient ce qu'il laissait pour nous. Acronyme. Ma grand-mère secoua lentement la tête. Non, mon fils. Ce sont des signaux, des rappels du pacte. Je devais leur laisser de la nourriture tous les 3 jours. Une nourriture spécifique. Mais avec la maladie, j'ai oublié. J'ai perdu le compte. Sa voix se cassa. Le panneau de trappe cessa de vibrer brusquement. Le silence qui suivit était d'une manière ou d'une autre pire que le bruit. C'était un silence plein d'attente, affamé. Puis nous avons entendu le premier griffement sur les murs. Pas sur les murs extérieurs, sur les murs intérieurs. Comme si quelque chose de petit grimpait à l'intérieur de la structure de la maison, se déplaçant entre des espaces qui ne devraient non pas être accessibles. Les griffements se multiplièrent, des dizaines d'eux, peut-être des centaines, nous entourant, montant le long des murs vers nous. Nous devons leur donner quelque chose, dit ma grand-mère avec urgence. Maintenant, avant qu'ils ne sortent. Sortent ? Ma mère serra mes frères contre elle. Peuvent-ils sortir ? Si vous avez suffisamment faim, si le pacte est rompu suffisamment, oui, vous pouvez. Ma grand-mère porta la main à la chaîne autour de son cou en sortant la clé. Mais ils préfèrent ne pas le faire. Ils préfèrent rester en bas, dans l'obscurité. Ils ont juste besoin que nous nous souvenions de l'accord. Les griffes venaient maintenant de toutes parts. Du plafond, des murs, du sol même sous nos pieds. Ma grand-mère ouvrit le placard avec des mains tremblantes et commença à sortir de la nourriture. Pain, fruits, viande séchée, miel.
Elle l'empilait dans ses bras sans ordre ni logique apparente. « Laura » m'appela-t-elle. « Viens ici. » Je m'approchai, terrifiée mais obéissante. « Tu vas devoir apprendre cela, dit-elle, me regardant droit dans les yeux. Parce qu'un jour, quand je ne serai plus là, ce sera toi qui maintiendras le pacte. Pourquoi moi, chuchotai-je. Parce que tu as le don. Tu peux les sentir, n'est-ce pas? Tu as toujours pu. C'était vrai. J'avais toujours ressenti la présence sous la maison, une conscience multiple, ancienne, affamée mais pas nécessairement malveillante. Simplement, une autre. Ma grand-mère s'est dirigée vers la trappe, la nourriture empilée dans ses bras. Les griffures se sont arrêtées, comme si ceux qui se trouvaient sur les murs attendaient, observant. Avec la clé suspendue à son cou, elle a ouvert le cadenas. Le clic métallique a résonné dans le silence comme un coup de feu. « Ne regarde pas directement en bas », m'a-t-elle averti. « Peu importe ce que tu vois ou ce que tu entends. Ne les regarde pas directement. » Elle a levé la trappe. L'odeur qui en est sortie était indescriptible. Ce n'était pas exactement pourri. C'était de la terre humide, des feuilles en décomposition. Quelque chose de musqué et animal, mais pas d'un animal que je connaissais. Et sous tout ça, quelque chose de sucré et de maladif qui faisait remuer mon estomac. Mais pire que l'odeur, c'était le son. Des respirations, des dizaines d'entre elles, petites, rapides, anxieuses, comme des chiens haletants mais plus aigus, et des murmures, tant de murmures superposés qui devenaient un bourdonnement constant. Je gardais mon regard fixé sur le visage de ma grand-mère, suivant ses instructions. Mais du coin de l'œil, je pouvais voir du mouvement dans l'obscurité du sous-sol ouvert. De petites formes, beaucoup d'entre elles, se déplaçant, grimpant les unes sur les autres, s'approchant de l'ouverture. Ma grand-mère commença à laisser tomber la nourriture dans le sous-sol, morceau par morceau, pain, pommes, tranches de viande séchée. Chaque fois que quelque chose tombait, il y avait une frénésie de mouvements en bas, des sons de mastication rapide, de brèves bagarres pour les plus gros morceaux, et puis un silence attentif en attendant la prochaine bouchée. Quand elle eut fini, ma grand-mère versa tout le contenu du flacon de miel directement dans l'obscurité. Le liquide doré disparut en quelques secondes, accompagné de sons de léchage et de satisfaction. « Pardon », dit ma grand-mère à voix haute, s'adressant à l'obscurité. « Pardon pour l'inattention, pardon pour la faim. Le pacte est maintenu, comme toujours, comme il doit l'être. » Les respirations se calmèrent. Les murmures s'apaisèrent jusqu'à devenir quelque chose de presque musical. Presque reconnaissant, ma grand-mère ferma lentement la trappe et remit le cadenas. Au moment où le cadenas fit clic, tous les bruits dans les murs cessèrent. La maison resta dans un silence complet. Nous restâmes là, tous silencieux, pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, mon père laissa échapper un soupir tremblant et abaissa le machette. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. Ma grand-mère s'appuya contre le mur, épuisée par l'effort. « Ce sont anciens, » dit-elle. « Ils étaient ici bien avant l'arrivée des Espagnols, avant même l'arrivée des Mayas. Ce sont les originaux, ceux qui arpentèrent ces terres lorsque les arbres étaient jeunes. » Elle s'interrompit pour reprendre son souffle. « Ton arrière-grand-père les a trouvés lorsqu'il creusait les fondations de cette maison. Il a creusé trop profondément et a ouvert une de leurs tanières. Ils l'ont attaqué. Il a failli mourir. Et ma mère pouvait à peine parler. Et il négocia. Il leur proposa un marché. S'il lui permettait de construire sa maison ici, s'il lui permettait de vivre sur cette terre, il leur offrirait un refuge permanent sous son toit. Il leur donnerait de la nourriture régulièrement. Et jamais, jamais il n'essaierait de leur faire du mal ou de les expulser. Et ils ont accepté. Ils n'ont pas seulement accepté. Ils ont amélioré le marché. Ils ont dit que s'il remplissait sa part, il protégerait sa maison et sa famille de tout mal extérieur. Il maintiendrait à distance les voleurs, les animaux dangereux, les maladies, même d'autres esprits malins. Tant que le pacte serait respecté, la famille serait en sécurité. Je regardais vers la trappe fermée. De l'autre côté, je pouvais sentir quelque chose. Une présence collective. Des milliers d'yeux invisibles nous observaient, mais je ne ressentais plus de menace. Juste de la surveillance, même une protection. « Combien sont-ils » demandai-je à voix basse. Ma grand-mère me regarda avec une expression sérieuse. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais compté. Je n'ai jamais vraiment regardé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont nombreux.
Toute une colonie vivant dans des tunnels qu'ils ont creusés sous toute la propriété. Cette maison n'est que l'entrée de leur monde. Pendant les semaines suivantes, ma grand-mère m'a tout appris sur le pacte. Comment préparer les offrandes, quels aliments ils préféraient, fruits sucrés, miel, viande crue, pain fraîchement cuit. À quelle fréquence ils devaient se nourrir, tous les 3 jours sans faute. Et les autres règles, ne jamais siffloter la nuit car cela les irritait, ne jamais laisser de nourriture dehors car cela perturbait l'accord, ne jamais répondre aux voix de la forêt car elles ne venaient pas d'eux mais de choses qu'ils maintenaient à distance. Comment ont-ils l'air ? Lui demandai-je une nuit pendant que nous préparions une offrande. Elle réfléchit longtemps avant de répondre. Je ne les ai vus qu'une seule fois, quand j'étais plus jeune que toi. J'ai commis une erreur. J'ai regardé directement en bas lorsque ton arrière-grand-père a ouvert la trappe. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il coupait des fruits. Ils sont petits, de la taille d'un gros chat peut-être. Mais ce ne sont pas des animaux. Ils ont une forme vaguement humaine. Ils marchent sur 2 jambes. Ils ont des mains avec trop de doigts. Leur visage, il s'est arrêté. Leurs visages sont presque humains, mais leurs yeux sont trop grands. Et leur bouche, ils ont trop de dents. Petites, aiguisées, conçues pour manger n'importe quoi. Ils font peur, demandai-je. Au début, oui, beaucoup. Mais après les avoir regardés un moment, j'ai ressenti quelque chose de plus. J'ai ressenti de l'ancienneté, de la fatigue. Ils ont vécu si longtemps, Laura, tellement que presque ils ne se souviennent plus de comment était le monde quand ils marchèrent librement sous le soleil. Maintenant, ils préfèrent l'obscurité, le calme. Ils demandent seulement qu'on ne les oublie pas. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Ou peut-être était-ce plus qu'un rêve. Elle était debout dans le sous-sol. Pas le sous-sol sous notre maison, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Une énorme caverne qui s'étendait dans toutes les directions. Les murs brillaient d'une mousse phosphorescente qui donnait à peine assez de lumière pour voir. Et ils étaient là. Des centaines, peut-être des milliers. De petites figures courbées avec une peau qui ressemblait à l'écorce d'un arbre ancien. Leurs yeux énormes et brillants me regardaient, sans cligner des yeux. Mais pas avec hostilité, avec curiosité, avec reconnaissance. L'un d'eux s'est approché. Il était légèrement plus grand que les autres, avec des marques sur la peau qui semblaient être des cicatrices rituelles. Nueva Guardiana. Nouvelle gardienne, dit-elle d'une voix comme des feuilles mortes frottant contre la pierre. Nous voyons en toi. Nous ressentons en toi. Tu maintiendras le pacte. Acronyme. Oui, répondis-je, bien que je ne sois pas sûr de comment je pouvais parler dans le rêve. Je le maintiendrai. La créature inclina la tête dans un geste qui aurait pu être du respect ou de la gratitude. Nous aussi, nous tenons notre part. Nous protégeons, nous veillons. Les choses de la forêt profonde ne traversent pas tant que nous sommes là. Les ombres qui marchent la nuit ne touchent pas cette maison. Le pacte est bon pour nous deux. Acronyme. Que êtes-vous ? Demandai-je. D'où venez-vous ? La créature fit un son qui aurait pu être un rire ou des pleurs. Il était difficile de distinguer. Nous étions les premiers. Avant les grandes villes de pierre. Avant les hommes qui écrivent. Nous étions nombreux. Tout le continent était à nous. Mais d'autres sont venus. Plus forts, plus cruels. Ils nous ont poussés sous terre. Nous nous sommes cachés. Nous nous sommes adaptés. Nous avons oublié la lumière du soleil. Nous avons appris l'obscurité. Je regardais autour de la caverne toutes ces créatures anciennes qui m'observaient avec leurs yeux trop grands. Pourquoi font-ils des pactes avec les humains ? Parce que les humains se souviennent. Les humains racontent des histoires. Les humains gardent la mémoire de ce qui a été. Si nous faisons un pacte avec une famille, cette famille se souvient que nous existons. Cela nous donne un but au-delà de simplement survivre. Cela nous donne... Il fit une pause, cherchant le mot. Signification. Je me suis réveillé avec des larmes aux yeux. Pas par peur, mais par une tristesse profonde que je ne pouvais pas complètement expliquer. Ma grand-mère était assise à côté de mon lit, m'observant, comme si elle savait que je ferais ce rêve. « Tu les as vus, n'est-ce pas ?» J'hochai la tête. « Bien. Maintenant tu comprends. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des réfugiés, des survivants d'un monde qui n'existe plus. Et nous sommes leurs gardiens autant qu'ils sont nos protecteurs. J'ai vécu dans cette maison jusqu'à l'âge de 16 ans. Pendant ces 8 années, j'ai respecté fidèlement le pacte. Tous les 3 jours, je préparais des offrandes et les laissais dans la trappe. Ma grand-mère m'a appris à l'ouvrir, toujours sans regarder directement en bas, à laisser la nourriture, à murmurer des mots de gratitude.
et à la refermer. La maison a prospéré pendant ces années. Nous n'avons jamais été cambriolés, bien que des voisins à des kilomètres aient subi des cambriolages. Nous n'avons jamais eu de problèmes avec des animaux sauvages détruisant les cultures. Lorsqu'une terrible tempête a dévasté la région, notre maison est restée intacte, alors que d'autres ont perdu des toits entiers. Et la nuit, lorsque tout était silencieux, je pouvais entendre des murmures sous le plancher. Je n'avais plus peur. C'était comme une berceuse, un rappel que nous n'étions pas seuls, mais que nous étions protégés. Lorsque j'ai eu 16 ans, mes parents ont décidé de déménager en ville. Mes frères et sœurs étaient déjà partis pour étudier. La vie à la ferme était trop difficile, surtout avec ma grand-mère de plus en plus faible. La nuit avant notre départ, ma grand-mère m'a emmené dans la cuisine. Elle a ouvert la trappe pour la dernière fois. « Nous partons », annonça-t-elle dans l'obscurité en dessous. « La famille s'en va, mais l'une reviendra. La gardienne reviendra, je le promets. » Les murmures montaient d'en bas. Ils semblaient presque tristes. Ma grand-mère a fermé la trappe et m'a donné la clé. « C'est maintenant ta responsabilité. Un jour, quand tu seras prête, tu reviendras. Cette maison est à toi. Elle est dans mon testament. Et quand tu reviendras, tu reprendras le pacte. » « Et si je ne reviens pas ?» demandai-je. « Et si je décide de rester en ville ?» Elle m'a regardé avec ses yeux anciens qui semblaient voir à travers le temps. « Tu reviendras, parce que tu le ressens, Laura. Tu ressens l'appel. Et finalement, l'appel sera plus fort que n'importe quelle vie que tu construiras ailleurs. » J'avais raison. 12 ans sont passés. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai essayé de construire une vie urbaine normale. Mais il y avait toujours une inquiétude, un sentiment d'incomplétude et des rêves. Les rêves ne s'arrêtèrent jamais. Toutes les quelques semaines, je rêvais de la caverne sous la maison, des créatures qui attendaient, leurs grands yeux m'observant, posant silencieusement la question « Quand reviendras-tu » Ma grand-mère est morte quand j'avais 28 ans. Lors de ses funérailles, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait laissée. « Laura, la maison t'attend. Ils t'attendent. Le pacte s'est affaibli sans offrande régulière, mais il ne s'est pas brisé. Ils peuvent attendre plus longtemps que n'importe quel humain ne peut vivre, mais ils attendent mieux quand ils savent qu'ils ne sont pas oubliés. Reviens, enfant, termine ce que j'ai commencé. Garde vivante la mémoire de ce qui a été et de ce qui sera toujours. » 3 mois plus tard, je suis retourné à la ferme. La maison était étonnamment en bon état, compte tenu qu'elle avait été abandonnée pendant des années. Les murs tenaient toujours. Le toit était intact, comme si quelque chose l'avait protégé. Je suis entré dans la cuisine avec un sac de nourriture que j'avais apporté de la ville. Pain, fruits, miel, viande. La trappe était exactement comme je m'en souvenais. La serrure était toujours fermée. J'ai sorti la clé que j'avais gardée toutes ces années et je l'ai insérée dans le mécanisme rouillé. Quand j'ai levé la trappe, l'odeur familière m'a frappé. Terre, feuilles, quelque chose d'ancien et d'animal. Et je les ai entendus, les murmures, plus doux maintenant, presque timides. « Tu es revenu » disèrent les voix depuis l'obscurité. « Gardienne est revenue. »« Oui » répondis-je, laissant tomber la nourriture dans le sous-sol. Je suis revenu, et le pacte continue. Le frénésie d'alimentation qui a suivi était de la musique pour mes oreilles. Des sons de gratitude, d'accueil, de foyer. Cela fait 2 ans depuis. Je vis maintenant dans la maison. J'ai rénové certaines parties, mais la structure essentielle demeure. Et tous les 3 jours, sans faute, j'ouvre la trappe et je laisse des offrandes. Parfois, lors des nuits très calmes, je les entends plus clairement, se déplaçant dans leurs tunnels, chantant des chansons dans leur ancienne langue, vivant leur vie sous mes pieds. Et je sais que tant que je les nourrirai, tant que je garderai la mémoire du pacte, ils garderont leur part. Cette maison, cette terre, est protégée, pas par des clôtures, des alarmes ou des chiens de garde, mais par quelque chose de bien plus ancien, bien plus puissant, pour ceux qui vivent sous la maison, les premiers, les oubliés, ceux qui restent. Et ainsi se conclut ce que Laura m'a partagé. Elle me dit qu'elle vit encore dans cette maison, que le pacte continue, et qu'un jour elle enseignera à ses propres enfants ou à un jeune membre de la famille comment le maintenir. Si tu as grandi avec des histoires de lutins, d'alux ou de toute créature petite qui vit sous terre et doit être respectée, raconte-moi dans les commentaires. Ces légendes existent dans presque toutes les cultures rurales pour une raison. Peut-être parce qu'il y a une part de vérité en elles. Prends soin de tes pactes, respecte l'ancien
et on se retrouve dans la prochaine histoire.